Oui, bonjour à tous. Je suis très content de vous accueillir à ce nouveau mardi de la chirurgie de la Fondation de l'Académie de chirurgie. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la Fondation de l'Académie de chirurgie a été créée à la fin de l'année 2019. Elle a bien évidemment, comme beaucoup de monde en France, souffert de cette année 2020, mais elle a continué à travailler et notamment a mis sur pied ces mardis de la chirurgie. La Fondation, c'est l'émanation de l'Académie nationale de chirurgie qui regroupe et qui les illustres chirurgiens français et qui essaye de diffuser le savoir de la chirurgie française en France et dans le monde pour le meilleur de la chirurgie pour tous. Et en créant sa fondation, elle a voulu diffuser ce savoir au plus grand nombre, aux plus grands patients, à la fois en France et à l'étranger, et assurer ainsi le rayonnement et le savoir-faire de la chirurgie française, car peut-être qu'un des défauts de notre pays, de par sa langue et sa francophonie, est de faire très bien, mais de ne pas toujours exposer, et c'est le problème du savoir-faire et du faire savoir. Aujourd'hui, nous allons faire une séance sur l'anesthésie. Alors l'anesthésie, beaucoup d'entre vous qui sont à l'écoute, je pense, en ont, pas malheureusement, j'allais dire, en ont été victimes, si je peux me permettre, mais je retirerai vite ce mot pour éviter tout conflit entre les anesthésistes et les chirurgiens. Je voudrais remercier tout particulièrement, d'une part, le professeur André Liénard, qui était chef de service à Saint-Antoine et qui s'est largement illustré dans les progrès de l'anesthésie, il vous expliquera tout ceci, et Marc Bossier, qui est chef de service à l'Institut Mutualiste Montsouris, dont il est également le président de la CME. Et je terminerai cette petite introduction en disant, si vous voulez, que l'anesthésie a tellement évolué depuis la simple anesthésie où on utilisait dans notre jargon chirurgical pentoflax, c'est-à-dire qu'on n'avait que 2 drogues, a considérablement évolué pour aller, non pas de poser la seule question à la fin du réveil, est-ce que le malade est vivant, il s'est bien réveillé, c'est surtout pour montrer que non seulement il faut assurer une anesthésie de qualité, et on verra l'intérêt pour les chirurgiens, et c'est grâce à ça que les progrès chirurgicaux ont pu avoir lieu. Deuxièmement, une sécurité totale pour les patients. Et enfin, ce qui nous paraît très très important, qu'on abordera aussi, les suites opératoires les plus agréables possibles et avec le plus grand confort. Donc je remercie et je donne la parole à mon ami André Liénard pour vous animer ce débat sur l'anesthésie. Bon, bonjour à tous. Alors vous avez remarqué qu'on a gardé nos masques, ne serait-ce qu'à des fins pédagogiques. Alors l'anesthésie, un mal nécessaire peut-être, mais pas que. Pas que, vous l'avez dit, premier élément, la qualité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir mal. Et c'est ce qui a été à l'origine de l'anesthésie. Vous vous souvenez peut-être que historiquement, eh bien, il n'y avait pas de base expérimentale. C'est simplement le bénéfice était tel que les chirurgiens ont immédiatement recouru à la technique. Donc qualité. Deuxième élément, très vite sont apparus des ennuis. Et donc le deuxième élément, c'est la sécurité. Très, très schématiquement, dans les années 1940, c'était un décès pour 1000, et c'était essentiellement les arrêts cardiaques au bloc opératoire. Dans les années 70, c'était 1 pour 10 000. Et là où le problème se posait le plus, c'était en salle de réveil. Et à l'aube du XXIe siècle, c'est 1 pour 100 000. Et c'est tout le périopératoire qui pose ce problème. La question aussi, c'est est-ce qu'il va falloir attendre 2030 pour arriver à 1 pour 1 million? Et le troisième élément, qui est peut-être en lien avec le second, je dirais, c'est la confraternité, le travail d'équipe. On ne peut pas arriver à 1 pour 1 million tout seul. Et la chirurgie a fait aussi d'énormes progrès en matière de sécurité, de procédures, d'homogénéité des pratiques. Et ça, nous pouvons le partager. Et c'est vrai que la confraternité et le fait d'une bonne entente au sein de l'équipe est un des éléments essentiels, et à la qualité et à la sécurité, le tout dans un contexte de confraternité. Alors maintenant, on a beaucoup de choses à se dire, donc je passe la parole à Marc Bossier pour les aspects plus techniques. Bon, merci. Merci de l'invitation de l'Académie de chirurgie. Ça me fait très plaisir de parler d'anesthésie devant cette académie si prestigieuse. Merci, ça me fait très plaisir aussi de retrouver André Liénard, avec qui j'ai quand même partagé quelques années à l'hôpital Saint-Antoine.
Donc je vais essayer de vous montrer que la prise en charge anesthésique peut avoir une influence, vous allez voir, importante dans le devenir des patients qui sont confiés à nos collègues chirurgiens. Oui, il faut se faire face à cette évidence. Nous pouvons, à travers l'évaluation préopératoire, à travers l'utilisation de nos médicaments, à travers des nouveaux modes de ventilation, on va en reparler, à travers un remplissage vasculaire adapté, à travers la prévention de l'hypothermie, des stratégies analgésiques de lutte contre la douleur, et à travers toutes ces prophylaxies, et j'insiste bien sur ce terme et sur le rôle préventif de plus en plus important que nous allons avoir à jouer pour faire en sorte que le patient, non seulement il soit bien opéré, il se réveille de son anesthésie, mais que ses suites soient les meilleures possibles. Alors, André en a fait allusion. On parle des suites post-opératoires. Eh bien, on sort d'une période où la victoire de l'anesthésie, c'était de réveiller des patients après des interventions longues. Et on est obligé un peu de parler de sécurité et de ce travail. Mais je vais passer très vite puisqu'on vous en a déjà parlé, qui montre que eh bien, la consultation préopératoire, la salle de réveil, l'arrivée d'un monitorage qui nous permettait de connaître l'oxygénation des patients, la gestion des voies aériennes supérieures, tout ça a contribué à diminuer, vous le voyez, en l'espace de 20 ans, la mortalité liée à l'anesthésie d'un facteur 10, ce qui est tout à fait remarquable. Une fois qu'on a réglé ce problème de sécurité, on peut essayer d'aller plus loin et de se dire en quoi notre prise en charge va pouvoir impacter ce que l'on appelle le stress chirurgical. C'était ce que les très anciens appelaient le choc opératoire. Hein. C'est le stress chirurgical. Le stress chirurgical, c'est quoi? C'est de la réponse neuro-endocrine à la chirurgie et de la réponse inflammatoire. Et vous voyez que là-dedans, il y a tout un tas de facteurs qui sont ici des facteurs d'amplification qui ont trait à la gestion du remplissage, l'hypovolémie, l'anxiété, l'hypothermie, le jeûne préopératoire, l'immobilisation. Et tout ça va contribuer à majorer ce stress chirurgical. Et toutes les stratégies que nous allons détailler maintenant, finalement, ont pour objectif de réduire ce stress. Alors, l'illustration de cela, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle la RAC, la récupération améliorée après chirurgie. Vous savez que c'est quelque chose de totalement démontré maintenant, qui est même prôné, vous le voyez, par nos tutelles, et qui consiste à mettre en place, avant l'intervention, pendant l'opération et après l'intervention, toute une série de mesures dont l'objectif va être de remettre le patient, de redonner la fonctionnalité la plus rapide au patient après une intervention chirurgicale. Alors vous voyez que cette RAC, c'est-à-dire que tous les efforts que l'on fait en collaboration avec nos collègues chirurgiens, qui par ailleurs ont développé la chirurgie mini-invasive, tout ça eh bien, n'est pas vain. Dans ce travail, vous voyez que les équipes qui ont mis en place plus de 70% des recommandations sur la RAC, ces fameuses recommandations dont on a parlé préalablement, eh bien, ont un bien meilleur pronostic chez des patients opérés de chirurgie carcinologique. Nous y reviendrons un peu après, avec, vous le voyez, des décès à 5 ans après l'intervention qui sont considérablement réduits, pratiquement, on va dire, d'un facteur 2. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, en jouant sur cette réponse endocrine qui elle-même va conditionner l'immunité post-opératoire, avoir un impact tout à fait favorable. Alors comment on va faire? Je vais pas pouvoir tout détailler dans le temps qui m'est imparti. On va revenir sur les principaux paramètres que l'on va contrôler. Là,
l'hydratation péropératoire et la façon dont on va gérer le remplissage péropératoire. Vous le voyez maintenant, ce qu'il faut pour un anesthésiste, c'est se mettre en normovolémie. Éviter l'hypovolémie, qui favorise l'hypoperfusion des organes, éviter aussi l'hypervolémie. Il faut que l'on reste en normovolémie. Alors, ce n'est pas très simple de rester en normovolémie, mais on a actuellement des moyens de monitorage qui nous permettent d'adapter ce remplissage vasculaire. Il y en a plusieurs à disposition et ça illustre quelque chose sur lequel on va revenir, c'est que tous ces progrès dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques, ils nous ont amenés à développer des nouveaux moyens de monitorage. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure qu'on peut même encore aller probablement plus loin que ce que nous avons à disposition. Dans ce travail-là, vous voyez, de la chirurgie gastro-intestinale majeure, c'est une étude prospective randomisée de haut grade méthodologique. Eh bien, quand on fait très attention à l'adaptation du remplissage vasculaire, ni trop peu, on va diminuer très considérablement l'incidence de complications post-opératoires et par là même, bien entendu, accélérer la récupération et donc diminuer les durées d'hospitalisation. Vous voyez que sur ce travail-là, il y a une tendance, ici c'est une courbe de mortalité, il y a une tendance à une baisse de la mortalité dans les groupes qui ont bénéficié de cette adaptation du débit cardiaque. Ça n'est pas significatif, ça n'atteint pas le seuil de significativité, mais on voit qu'il y a une tendance assez claire. Prévenir l'hypothermie péropératoire, ça fait très longtemps qu'on en discute. L'hypothermie, si on n'y fait pas attention pendant l'intervention, regardez ce qui se passe. La température chute très rapidement. Et cette chute de température va entraîner tout un tas de complications. On a actuellement des moyens pour la prévenir. Vous voyez, dès l'arrivée du patient en salle d'opération, pour éviter ces minutes avant la chirurgie où le patient est endormi et a tendance à perdre très rapidement des calories. Et puis après, même pour une chirurgie abdominale où on n'a pas beaucoup de surface, mais là, on va être efficace et ça va nous permettre d'obtenir cette courbe et de rester en normothermie. Si on n'y prend pas garde, qu'est-ce qui va se passer ? Bien entendu, l'inconfort des patients au réveil avec ce fameux frisson, l'allongement des durées de séjour en salle de réveil, une cicatrisation retardée, des infections, des abcès de parois plus fréquents, l'augmentation des besoins transfusionnels puisque l'hypothermie va altérer les capacités plaquettaires, des complications cardiaques plus fréquentes et le tout va entraîner, bien entendu, une hospitalisation prolongée. Alors, il y a énormément de travaux qui montrent qui illustrent toutes les complications que je viens de décrire. On va passer relativement vite sur ces tableaux. Vous le voyez, plus de complications cardiaques dans le groupe hypotherme, avec des complications cardiaques graves, des arythmies ventriculaires, des ischémies myocardiques, plus d'infections et plus de pertes sanguines. Ici, c'est un modèle de chirurgie orthopédique, je crois, avec des différences considérables sur le saignement péropératoire et le recours à la transfusion. Donc quelque chose qui est extrêmement important et dont je vous ai dit, et c'est cela qui est à retenir, qu'il est assez aisé maintenant, avec le matériel que l'on a, de prévenir cette complication. Un papier, je vous cite ce papier, c'est une équipe française, une équipe d'anesthésie de Clermont-Ferrand, qui a montré et publié dans le New England Journal of Medicine en 2013 que quand on ventilait correctement les patients au bloc opératoire, c'est-à-dire quand on diminuait le volume donné à chaque insufflation, on passe de 10 millilitres par kilo, donc vous voyez un volume d'à peu près, on va dire 700 millilitres, on réduit quasiment de moitié. On fait ce qu'on appelle des manœuvres de recrutement. Les collègues chirurgiens qui nous entendent doivent savoir de quoi il s'agit. Eh bien, on va diminuer l'incidence de complications. Vous le voyez, à 30 jours, l'incidence de complications pulmonaire post-opératoire après une chirurgie abdominale qui prédispose. Et tout ça est très significatif. Donc un impact, une fois encore, qui est considérable. Depuis quelque temps, on focalise beaucoup, enfin depuis longtemps à vrai dire, mais ça revient un petit peu à la mode puisqu'on a des médicaments maintenant pour
pour traiter, pour corriger l'anémie préopératoire. Et avec actuellement des recommandations qui préconisent une gestion agressive de l'anémie. Pourquoi une gestion agressive? Puisque l'anémie, c'est grave. Non seulement ça augmente la transfusion, ça augmente le risque d'infection, ça augmente les atteintes rénales, ça augmente les durées de séjour et, vous le voyez, ça augmente le risque de décès par un facteur pratiquement 3. Le patient qui arrive anémique au bloc opératoire a une perte de chance très significative, ce qui nous contraint à porter une attention particulière à ça et à corriger le plus vite. Je vous présente ces datas, elles ne sont pas encore publiées, c'est en cours de publication, c'est des données qui ont été faites à l'Institut Mutualiste Montsouris, 1044 patients opérés de chirurgie cardiaque, on les a partagés en 3 groupes, vous voyez, un groupe qu'on appelle anémie profonde avec une hémoglobine inférieure à 11 grammes en préopératoire, un groupe anémie modérée et puis un groupe sans anémie. Et regardez les décès des patients à J30 avec une différence très significative. On passe de un peu plus de 6% à pratiquement 1% de décès à J30 en post-opératoire d'une chirurgie cardiaque. Et là encore, et c'est ce qui est assez intéressant, l'hémoglobine préopératoire apparaît comme un facteur de risque indépendant de mortalité et la transfusion également. Donc, ça n'est pas l'effet de la transfusion consécutivement à la baisse de l'hémoglobine qui entraîne cette surmortalité. Je vais passer très vite, ça c'est juste pour vous illustrer le fait, mais je viens de vous le dire, que entre ce groupe qui a été transfusé, qui n'a pas été transfusé, quel que soit son niveau d'anémie, et ce groupe qui a été transfusé, vous voyez qu'à chaque fois, non seulement quand on est anémique, on a une courbe, une probabilité de complication qui est plus basse, mais qui est encore plus basse quand on transfuse. Et c'est intéressant, puisque même les patients très anémiques, quand ils sont transfusés, ont une probabilité de complication supérieure. Donc, je vous l'ai dit, une gestion agressive de l'anémie préopératoire avec ce concept que l'on appelle le patient blood management. Tout le monde a pratiquement entendu parler actuellement et qui consiste à non seulement préparer le patient en augmentant son chiffre d'hémoglobine préopératoire, mais en faisant tout pour diminuer les saignements pendant l'intervention. Alors, dernier impact, qui est celui-là un peu plus récent et qui concerne la chirurgie oncologique. Vous le savez, on en parle depuis le début, c'est ce fameux stress chirurgical. Ce fameux stress chirurgical va entraîner des problèmes d'immunité, d'inflammation, une angiogénèse, la sécrétion de facteurs de croissance, et tout ça va favoriser la croissance tumorale ou la récidive cancéreuse. Eh bien, nous avons, avec notre prise en charge anesthésique, que ce soit en jouant sur les opiacés, je ne vais pas trop en parler puisque ça fera l'objet d'un topo suivant, mais le choix des agents anesthésiques, je vais juste vous montrer que ça peut avoir un impact, et l'usage, vous le voyez ici, de l'anesthésie loco-régionale, qui est plutôt un facteur protecteur de cet emballement lié au stress chirurgical et qui conduit à une augmentation du risque de récurrence tumorale. Je vous montre juste ça. Vous voyez qu'entre 2 stratégies anesthésiques, où il s'agit juste de choisir l'agent qui va faire dormir, soit des agents par inhalation, soit des agents intraveineux, eh bien, après une chirurgie carcinologique, le risque de décès à 3 ans par récurrence tumorale est 1,5 fois supérieur, c'est-à-dire 50% supérieur en fait, dans le groupe qui a été anesthésié avec des agents halogénés par rapport au groupe qui a bénéficié de l'anesthésie avec des produits intraveineux. Et donc vous voyez que ça interroge sur nos pratiques. C'est des données qui demandent à être confirmées. Cette étude est une étude rétrospective, mais qui montre, vous le voyez sur ces courbes de survie, que la différence, elle s'observe
chez les patients à faible risque, ASA 1 et ASA 2, chez les patients à haut risque chirurgicaux, ASA 3 et ASA 4, on retrouve la même différence, et en tout cas une différence significative. Dernier point, c'est également très à la mode en ce moment, dont on parle beaucoup, c'est le contrôle hémodynamique. Avant, on faisait de l'anesthésie, la tension chutait quand on fait de l'anesthésie. Le simple fait de dormir fait chuter la tension. On sait maintenant que ces baisses de tension artérielle, de pression artérielle, peuvent entraîner des complications rénales, des complications cardiaques. Et vous le voyez, c'est ici en minutes passées en dessous d'un seuil de pression artérielle moyenne de 55. Eh bien, dès qu'il y a une petite période où la pression artérielle moyenne passe en dessous de 55, on a tout de suite une augmentation des risques rénaux et des risques cardiaques. C'est quelque chose qui nous interpelle, puisque ça nous oblige à gérer les anesthésies de façon un peu différente, en faisant extrêmement attention de prévenir cela. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je finirai là-dessus, il y a ces constatations, ces progrès dans la physiopathologie, dans la compréhension de ce que l'on fait en anesthésie. Elles vont amener beaucoup de développement dans la façon dont on monitore l'anesthésie et dont on fait attention à ce qui se passe, et puis on fait attention aux signaux qui sont donnés par nos matériels de monitorage. Je vous montre juste ça, c'est un exemple parmi d'autres. On peut appeler ça de l'intelligence artificielle, c'est un peu mode de parler de l'intelligence artificielle. C'est un algorithme de traitement vous le voyez, d'un signal de pression artérielle, et qui permet, alors je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques, mais qui permet de prédire avec une sensibilité très bonne, c'est la courbe ici en rouge, une courbe ROC, vous voyez, qui montre une sensibilité et une spécificité excellente, en tout cas bien meilleure que tous les autres indicateurs, pour ce critère qui s'appelle le critère de prédiction d'hypotension. Et vous le voyez ici, c'est 10 minutes avant. C'est-à-dire que 10 minutes avant, on sait qu'il y a un gros risque d'hypotension, ce qui nous permet de le prévenir et d'éviter cet incident. Je finis juste pour vous dire qu'on a parlé de sécurité, de mortalité liée à l'anesthésie, on a parlé des impacts à long terme de l'anesthésie, et j'espère vous avoir convaincu que quand on faisait une anesthésie moderne et adaptée, le patient en bénéficiait. Eh bien, la prochaine étape, c'est certainement ça, c'est d'aller vers des critères patients et de travailler sur la satisfaction, le statut fonctionnel, la récupération fonctionnelle des patients. Et c'est certainement un enjeu dans les années qui viennent, un enjeu qui sera très important. Donc, en conclusion, il y a eu ces avancées sur la sécurité, il y a eu après une meilleure compréhension des effets généraux de l'anesthésie et de sa capacité à réduire ce stress opératoire. C'est un travail qui est multidisciplinaire et c'est ça qui est passionnant dans notre discipline. On travaille avec les chirurgiens qui en même temps ont développé des techniques mini-invasives, ont développé une chirurgie de plus en plus respectueuse, on va dire. Et puis, il y a ces fameuses nouvelles méthodes de monitorage. Et petit à petit, nous allons arriver probablement à nous intéresser de plus en plus au vécu du patient de sa période anesthésique à travers l'expérience patient. Je vous remercie de votre attention. Merci Marc. On a peut-être quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Écoute, Même si la salle est virtuelle. Pendant que la salle virtuelle réfléchit, moi j'avais une question à te poser très, très, très claire, parce que beaucoup de gens doivent se demander. Tu as parlé du patient blood management, ouais. Et je sais qu'il y a des patients qui nous demandent, mais je ne comprends pas, on m'a fait une autotransfusion. Alors je voudrais peut-être que tu dises un mot sur l'autotransfusion et comment on l'a fait en préopératoire, et te poser une question plus pervers que les gens connaissent moins bien, mais il y a une dualité entre l'hyperglobulinémie et la coagulation. Est-ce que tu penses, pour l'expliquer au grand public, que ce chiffre d'hémoglobine doit être idéal, ou est-ce que si on a justement un chiffre d'hémoglobine trop haut, ce qu'on appelle une hyperglobulinémie, on peut avoir des risques de thrombose plus importants, et peut-être dire un petit remarque là-dessus. Voilà ce que je voudrais que tu dises. Alors, sur le premier aspect de la question, on est actuellement dans des stratégies où l'on emploie des médicaments qui dopent la fabrication de globules rouges et qui peuvent le faire très rapidement et en totale sécurité.
dans un laps de temps très court avant l'intervention chirurgicale. Donc on dispose actuellement, et c'est tout l'intérêt de cette stratégie de patient blood management, on dispose de possibilités de ramener des patients à une hémoglobine, on l'a vu, compatible avec une prise en charge en totale sécurité, très rapidement avant l'intervention chirurgicale, ce qui semble plus intéressant en termes économiques, plus intéressant en termes immunologiques que toutes les autres techniques, dont celle de l'autotransfusion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas amener l'hémoglobine à un niveau trop élevé, mais enfin là, on atteint des seuils trop élevés où la viscosité, à ce moment-là, tout simplement, est un facteur de risque de maladie thromboembolique. Et notre problème, c'est quand même encore beaucoup de patients qui arrivent anémiques au bloc opératoire sans que personne s'en soit occupé. Et ma deuxième question très grand public, c'est quid du tabac ? Alors, puisque je voudrais peut-être insister sur est-ce qu'il faut vraiment dire aux patients d'arrêter de fumer, ça améliore les suites opératoires ou pas ? Ça, c'est une excellente question. Oui, l'arrêt du tabac améliore les suites opératoires quand il est réalisé suffisamment tôt. Pour vraiment qu'il y ait un impact, notamment sur les complications respiratoires, chez les grands tabagiques, il faut qu'il y ait un arrêt de plusieurs semaines. En revanche, le patient qui fume juste avant une intervention chirurgicale, et ça intéresse beaucoup nos collègues plasticiens ou orthopédistes, a un taux de carboxyhémoglobine dans le sang qui est anormalement élevé et qui va être une entrave à cette microcirculation qui est absolument nécessaire à la cicatrisation. Donc, nous incitons les patients à arrêter de fumer. D'abord, la période opératoire est en général une bonne expérience pour arrêter de fumer. S'ils peuvent le faire quelques semaines avant, tant mieux. Et s'ils ne peuvent pas, même de ne pas fumer avant une intervention chirurgicale, ça va améliorer la cicatrisation, ça va diminuer les risques de désunion de suture. Peut-être une question concrète qui va un peu dans le même sens. En gros, tu nous dis qu'il faut donner de l'EPO et du fer avant une intervention chez un patient anémique et que, en définitive, le problème qui a été rencontré à l'EPO, c'était plutôt chez les coureurs cyclistes qui, quand ils arrivaient à 20 grammes d'hémoglobine, faisaient des thromboses. Mais si on passe de 8 grammes à 11 grammes, le problème n'est pas là. Schématiquement, c'est ça ? C'est ça. Oui, et la dernière question, puisqu'on voit, je crois qu'on a très bien senti dans cet exposé qu'il y avait une relation chirurgien, progrès de la chirurgie. Tu as parlé de la chirurgie mini-invasive et du risque. Je voudrais juste faire une remarque que tu puisses bien expliquer également. C'est qu'on veut maintenir une bonne tension, mais nous, les chirurgiens, parfois, on n'aime pas quand il y a trop de tension. Parce que je veux le dire au grand public, quand il y a beaucoup de tension, l'intervention saigne plus. Enfin, peut saigner plus. Et donc, est-ce que tu veux dire quelque chose sur le management et la dualité de ce problème, puisqu'on a su qu'il y avait même des interventions où on fait de l'hypotension et on se sert de cette technique. Tu as raison, on pourrait en parler des heures. Alors, je vais dire que oui, mais ça fera l'objet d'un topo après. La communication entre le chirurgien et l'anesthésiste, le chirurgien qui a besoin d'avoir une tension à peu près contrôlée, l'anesthésiste qui va lui dire « Oui, mais attention, chez ce patient-là, on ne peut pas tout faire. » Je vous ai passé rapidement une diapositive là, qui montrait non seulement la dangerosité de certains chiffres de pression artérielle, mais surtout la baisse par rapport à son niveau de pression habituel. C'est-à-dire qu'un patient hypertendu qui va arriver au bloc opératoire à 160 de pression artérielle systolique, il ne va pas falloir lui faire trop baisser la pression. Et c'est ça qui est important. Et ça nous arrive de dire à nos collègues chirurgiens, on va lui baisser, on va faire le maximum pour baisser, mais on ne va pas aller trop bas, puisqu'on sait qu'il y a des risques cardiaques après. Alors je crois que si tu veux, on déboucherait là sur des problèmes trop techniques, mais là je te pose presque cette question qui est très technique. C'est l'idéal pour nous, si tu veux, c'est de faire une hypotension contrôlée dans certaines régions et de laisser le cerveau bien irrigué, les reins bien irrigués. Mais c'est un débat qui est largement au-dessus du débat de ce soir. Mais je pense que c'est une vraie réflexion qui pourrait être très intéressante. Et tu n'as pas du tout parlé justement de la surveillance cérébrale péropératoire, mais je pense, mais on ne peut pas parler de tout. Mais voilà, on va redonner la parole à notre ami André Liénard pour introduire. Voilà, je crois qu'elle est. Pour que je la passe directement à Valéria Martinez sur
les nouvelles stratégies thérapeutiques. Valéria Martinez, qui est à la fois présidente de la société de la lutte contre la douleur, mais aussi de l'instance régionale de médiation. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment comme un lien entre ce travail qui fait que les patients ne doivent pas avoir mal, mais les médecins non plus. Valéria. Alors Valéria n'a pas de masque, mais elle n'est pas avec nous, je crois. Oui, Malheureusement. Micro. Il faut appuyer sur le bouton. C'est la régie. On n'entend pas Valéria Martinez. Bien. Voilà, ça y est, très bien, ça y est. Parfait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation au Mardi de la chirurgie. Pour moi, c'est un grand honneur. Et donc, merci Monsieur Richard Lay et Monsieur Lénard, qui était un de mes premiers chefs de service quand mes stages d'interne. Donc, ça remonte maintenant à pas mal de temps. Merci pour cette introduction également. Donc, il faut que je vais vous parler des nouvelles stratégies thérapeutiques et comment on peut avoir moins de douleur avec moins de morphine. Donc, je vais essayer, dans le temps qui m'est réparti, de vous donner les messages clés autour de cette analgésie post-opératoire. Alors, au préalable, je voudrais vous rappeler très schématiquement la physiopathologie de la douleur post-opératoire. Il faut savoir que la chirurgie est un traumatisme double au niveau tissulaire, mais également nerveux. Et ce traumatisme au niveau périphérique va entraîner en fait une cascade d'événements inflammatoires qui vont entraîner une baisse de la sensibilité des nocicepteurs, des récepteurs à la douleur en périphérie, et ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique. Et ce traumatisme, cette sensibilisation périphérique, quand elle va persister, va durer, va entraîner des modifications du système nerveux central. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une interaction entre la périphérie et le système nerveux central qui va en fait se modifier au fur et à mesure et peut être activé, même amplifier la douleur par l'intermédiaire de certains récepteurs, par des modifications du système nerveux central, et des modifications qui peuvent aller même jusqu'à long terme, c'est-à-dire des modifications qui vont être irréversibles et entraîner parfois par ces modifications l'amplification de la douleur et même la chronicisation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer dans la sensibilisation centrale. Maintenant, on sait qu'il y a des facteurs psychologiques qui peuvent moduler, soit faciliter, inhiber. Il y a également les opioïdes qu'on donne pour soulager la douleur, qui restent quand même les antalgiques les plus forts, peuvent également, dans certaines circonstances, rendre plus sensible le système nerveux et amplifier la douleur. Et également, nos bagages de la douleur, la prédisposition acquise, c'est-à-dire notre histoire douloureuse, préopératoire, mais également nos bagages génétiques. Alors, l'épargne morphinique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on a développé depuis très longtemps, qu'on a essayé d'épargner les morphiniques. C'est depuis les années 90 qu'on utilise l'analgésie multimodale. Alors, en quoi consiste cette analgésie multimodale? C'est d'utiliser différentes molécules avec un mécanisme d'action différent, à différents niveaux, au niveau central, au niveau périphérique, pour agir sur différents sites. L'objectif est double, renforcer l'analgésie post-opératoire, mais surtout diminuer les besoins morphiniques et leurs effets secondaires qui sont très redoutés par les patients, en particulier les nausées, les vomissements, la sédation et les problèmes d'urine, des dysuries, de globes vésicaux. Alors, il existe plusieurs analgésiques non morphiniques qui agissent à différents endroits. Ici, j'ai mis en jaune, vous connaissez bien le paracétamol, l'acupan, les alpha-2 agonistes, les anesthésiques locaux, les anti-inflammatoires. Certaines classes nouvelles qui sont arrivées, enfin des anciennes classes qu'on utilise beaucoup en périopératoire qui s'appellent les anti-hyperalgésiques avec le chef de file de la kétamine. Tout ceci peut concourir à diminuer cette consommation de morphine nécessaire. Et donc, cette analgésie multimodale qui maintenant se développe, il faut savoir que ces stratégies d'analgésie multimodale mettent du temps à se mettre en place dans le système de santé. Et ici, je vous ai illustré ça avec un travail sur la prothèse de hanche et la prothèse de genou. Vous voyez au cours des 10 dernières années, de 2006 à 2016, l'augmentation de l'utilisation de plusieurs modes d'analgésie, 2 ou plus, voyez, et que ça va de pair avec la diminution de la consommation d'opioïdes. Vous voyez très clairement. Donc, en fait, on avait une vieille stratégie, c'était d'utiliser beaucoup d'opioïdes et un petit peu d'analgésie multimodale,
qui est maintenant les nouvelles stratégies, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut, l'analgésie leucorégionale, on va en parler tout à l'heure dans une autre présentation, la lidocaïne, les antihyperalgésiques, et pour arriver en fait à l'opioïde secours, c'est-à-dire que si on a besoin, ça reste une possibilité qu'on donne largement par ce qu'on appelle l'analgésie contrôlée par le patient, la pompe à morphine qui a été longtemps et qui reste encore dans certaines chirurgies la référence, cette possibilité d'appuyer quand le patient a mal, donc de compléter l'analgésie insuffisante par les autres stratégies. Mais il faut savoir que ces pompes à morphine nous lient au lit avec le patient avec la voie veineuse. Et donc, il y a eu d'autres choses qui ont été pour faire une analgésie contrôlée par le patient par la bouche, avec des systèmes tout à fait innovants qui sont peut-être pas qui vont peut-être pas persister dans le futur parce que malheureusement, voilà, on va le retirer du marché, mais d'autres formes de morphine orale, il va falloir être innovant pour pouvoir aller sur l'analgésie contrôlée par le patient avec des formes orales. Alors, une question qui est importante de savoir, c'est qu'on a beaucoup d'analgésiques non morphiniques pour utiliser, mais il va falloir les associer. Et une des questions, c'est quel est le meilleur analgésique ou quelle est la meilleure association? Et ça, ce n'est pas toujours facile de répondre. Là, ici, vous voyez un réseau, c'est une méta-analyse en réseau, ce qui permet de faire une photographie de ce qu'il y a comme preuve dans la littérature. Et vous avez ici, en rose, en violet, tous les analgésiques non morphiniques étudiés dans la littérature en chirurgie majeure, vous voyez, et en vert, les liens, c'est-à-dire les études contrôlées randomisées qui ont été faites. Et vous voyez que certains analgésiques, par exemple les anti-inflammatoires, il y a à peu près plus de 60 études qui ont comparé par rapport au placebo. Ils ont été comparés au placebo, donc ça veut dire qu'ils apportent un bénéfice par rapport au placebo, avec toutes ont été étudiées avec une consommation de morphine, une PCA de morphine, mais jamais ou très rarement face à face. Donc finalement, est-ce que les anti-inflammatoires, c'est mieux que les alpha-2 agonistes ou que le tramadol? On n'a pas ces réponses-là correctement sur la littérature. Les effets indésirables graves également, c'est-à-dire que si on a beaucoup de données sur leur efficacité, sur les effets indésirables graves, on voit que le réseau se réduit en peau de chagrin avec très très peu de preuves, donc c'est-à-dire peu étudiées. L'avantage des analyses en réseau comme ça, c'est que ça permet de faire par des analyses statistiques, de comparer ces analgésiques non morphiniques les uns par rapport aux autres. Et on a des résultats comme ça dans des méta-analyses, dans des forest plots qui peuvent nous montrer clairement que certains ont une meilleure efficacité que d'autres, et tout particulièrement dans l'épargne morphinique qui serait intéressante, apparaissent de loin les anti-inflammatoires. Ça, c'est un message important. Les anti-inflammatoires sont un des meilleurs analgésiques non morphiniques pour épargner de la morphine, au même niveau que les anti-inflammatoires, les anti-COX-2, également les alpha-2 agonistes. Également, les associations de certains médicaments, donc l'association de deux analgésiques non morphiniques, sont également intéressantes dans l'épargne morphinique. Alors, je ne peux pas vous parler des opioïdes sans vous parler de la crise des opioïdes et comment elle a retenti en France. Cette crise des opioïdes a été en fait une augmentation d'un facteur 10 des prescriptions de morphinique depuis les années 95. C'était bien sûr pour des raisons éthiques, pour mieux traiter la douleur, au départ la douleur cancéreuse. Mais malheureusement, cette augmentation des prescriptions s'est suivie d'un gros problème avec des problèmes d'overdose importantes en Nord-Amérique, que vous voyez très clairement augmenter ici. Et ces overdoses avec des opioïdes étaient concernées essentiellement depuis les années 2000, les analgésiques opioïdes, devant la cocaïne et l'héroïne. Alors cette crise des opioïdes a été vraiment terrible. Il faut savoir qu'elle a entraîné beaucoup de millions de consommateurs en dehors des indications médicales, beaucoup de décès. Ils sont dénombrés à 116 décès par jour par overdose, donc plus que dans le pic du sida, au moment du pic du sida, 61 000 victimes, plus que dans la guerre du Vietnam, un coût énorme économique, mais également en espérance de vie diminuée. Oui. Et en octobre 2017, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré aux États-Unis. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au cours de cette crise des opioïdes, la chirurgie a été pointée du doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, et je vous ai montré celui-là pour résumer, c'est que quand les patients passent entre les mains des chirurgiens ou des anesthésistes, malheureusement, on a vu que c'était des patients qui étaient à risque d'avoir une consommation d'opioïdes longue, persistante, à plus de 3 mois. Et ce qui est intéressant de ce travail, c'est qu'il montre que quelle que soit la chirurgie, que ce soit des chirurgies majeures
ou des chirurgies mineures, on a à peu près 6% des patients qui sont naïfs aux opioïdes avant l'intervention, qui passent entre les mains de nos mains, les mains des anesthésistes et des chirurgiens, et qui ont donc des opioïdes à long terme. Donc, la raison pour laquelle ils ont des opioïdes à long terme, bien sûr, reste à se questionner, mais c'est une réalité qui a été montrée du doigt et qui a des répercussions en France, dans l'ensemble de ça. Des répercussions en France, parce qu'on en parle maintenant largement dans tous les congrès, les médias se sont emparés du sujet, il y a eu beaucoup de peurs des patients, des soignants autour des opioïdes, il y a eu des confusions entre les termes d'abus, d'addiction, de ce qu'on appelle hypergésie, il y a eu nos institutions qui sont emparées du sujet avec des groupes de travail qui travaillent sur le mésusage. Et puis surtout, ça influence nos pratiques de façon consciente ou inconsciente. Il y a une influence sur ces morphiniques. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un autre sujet qui m'apparaît important, c'est cet engouement que vous avez peut-être entendu parler dans vos blocs opératoires, c'est pour l'opioïde free anesthesia. Donc ça veut dire en fait une anesthésie dépourvue de dérivés morphiniques. Depuis tout le temps, on a toujours utilisé des opioïdes pendant l'anesthésie pour arrêter la douleur pendant l'anesthésie. On pensait que c'était nécessaire. Eh bien non. Le rationnel qui fait de l'OFA, de l'opioïde free anesthesia, c'est qu'on a différencié la nociception de la douleur. La douleur est un ressenti et quand le patient dort, il n'a pas de ressenti. Par contre, il a des messages douloureux qui passent, la nociception, qui va entraîner des réponses végétatives, une tachycardie, une hypertension. Et pour ça, la morphine suffisait, mais on peut la substituer par d'autres traitements, d'autres analgésiques qui pourraient arrêter cette réponse et on pourrait tout à fait s'en passer. Donc oui, c'est faisable. Quand on s'en passe, on a moins de nausées, de vomissements, de sédation, de problèmes urinaires et peut-être même de cette hyperalgésie qui est induite par les morphiniques. Mais ça a fait un grand débat. Vous avez beaucoup de revues et vous voyez les questions un peu choc de ces revues. Est-ce que c'est faisable? Alors oui, on a montré que c'était faisable. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour dire au revoir aux opioïdes? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Est-ce qu'il ne faut pas faire en fonction des patients, standardiser en fonction, pas standardiser, mais individualiser cette prise en charge? Et est-ce que ce n'est pas vraiment trop tôt et qu'il ne faut pas rebalancer, il ne faut pas passer à zéro opioïde? Donc ce sont des vraies questions. Et je pense que dans les années à venir, on va pouvoir y répondre. Il faut savoir qu'un gros travail a été fait en France avec la plus grosse étude étudiant l'OFA, 300 patients en chirurgie majeure, 10 centres en France, qui a fait deux groupes, un groupe d'anesthésie avec opioïdes et un groupe d'anesthésie sans opioïdes. Ils ont remplacé les opioïdes par un alpha-2 agoniste qu'on appelle la dexméthodomédine. Et donc ce travail était pour voir si on pouvait le faire, on peut le faire, mais il a été sujet à beaucoup d'effets secondaires graves, dont la bradycardie et l'hypoxémie, et peu de différences cliniquement significatives en termes de douleur et de consommation de morphine. Donc ce travail est vraiment une alerte, il vient d'être publié en anesthésio, une alerte, attention, n'allons pas trop vite. Par quoi on remplace ces morphiniques? Est-ce qu'il ne faut pas être pas plus dangereux? Il faut faire attention d'être pas plus dangereux en substituant ces opioïdes avec d'autres molécules. Un autre message qui m'est important de vous parler ce soir, ce sont les douleurs chroniques post-opératoires. C'est ces douleurs qui durent plus de 2 mois après la chirurgie, qui apparaissent après la chirurgie, qui ne sont pas liées avec une complication. Elles sont extrêmement fréquentes, ça c'est un message important. 30% des patients peuvent avoir des douleurs et elles sont sévères dans 5% des cas. Et quand on les rapporte au nombre d'interventions en France, qui sont à peu près de 10 millions d'interventions en France, on a plusieurs milliers de patients qui vont avoir des douleurs chroniques post-opératoires, dont beaucoup sont des douleurs neuropathiques, comme vous pouvez voir ici dans les camemberts en rouge. Alors ces douleurs sont chroniques post-opératoires, sont tellement innovantes dans les 10-15 dernières années qu'on les a même intégrées dans la nouvelle classification qui vient de sortir de 2019, la classification internationale des douleurs, où vous voyez apparaître maintenant pour la première fois la douleur chronique post-traumatique avec un lien pour la douleur chronique post-chirurgicale et un autre pour les post-traumatic pain. Et vous voyez ici les différents types de chirurgie avec fréquemment des liens avec la douleur neuropathique. En effet, cette douleur neuropathique est fréquente parce que les nerfs peuvent être étirés, comprimés, incisés par la chirurgie, par l'installation, par le garrot, mais également par notre anesthésie loco-régionale qui parfois peut léser les nerfs. Un message également important pour bien prendre en charge le patient, c'est que nous ne sommes pas tous égaux avant la chirurgie, et ça a été largement mis en avant
par de nombreux travaux qui montrent que les patients qui sont douloureux en préopératoire vont avoir des douleurs plus importantes en post-opératoire et également être plus favorables à faire des douleurs chroniques post-opératoires. Que ces douleurs soient dans le site lequel le patient va être opéré ou dans une autre région. Et également, l'intensité et la durée. Plus ils ont de la douleur intense et plus ça dure en préopératoire, plus ils ont des risques de développer ces douleurs chroniques. L'utilisation également d'opioïdes préopératoires est un facteur de risque de chronicisation. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues, avec un focus qui a été largement mis ces dernières années sur les facteurs psychologiques. Vous voyez ici des revues qui ressemblent à peu près à plus de 80 études, 40 000 patients, et qui mettent quand même en avant largement les facteurs psychologiques devant d'autres facteurs plus techniques. Et vous voyez, l'anxiété, la détresse psychologique sont des facteurs qui arrivent au premier plan, ici, qui sont positifs, donc des facteurs prédictifs de douleurs aiguës et également chroniques, avec une dernière revue qui met bien que l'état anxieux, ce n'est pas le trait anxieux, c'est l'état dans lequel on se trouve juste avant la chirurgie, et aussi ce trait de caractère qui est le catastrophisme, de dire qu'on ne peut pas faire face en fait aux événements qu'on a devant pour faire face à la douleur, sont des traits qui vont être plus favorables à la chronicisation de la douleur. Autre chose importante qui a été mise en avant ces dernières années, c'est qu'on sait que l'intensité de la douleur post-opératoire fait le lit de la douleur chronique, mais pas seulement l'intensité, c'est la durée avec laquelle on passe avec une douleur sévère. Ici, sur une étude européenne, les 24 premières heures, si on passe plus de 50% avec une douleur sévère, 12 heures, donc en post-opératoire, on a 20% de douleur chronique. Et si on passe toute la journée, les 24 premières heures, on arrive à plus de 70% de risque de voir des douleurs chroniques post-opératoires. Donc l'enjeu, c'est de détecter tôt pour mieux traiter ces patients et donc de détecter ces possibles douleurs neuropathiques avec cette symptomatologie très particulière de la douleur neuropathique qui est la façon dont les patients vont décrire leur douleur, brûlure, décharge électrique. Et cet examen qui reste simple avec 3 choses clés, rechercher une hypoesthésie, des signes négatifs au toucher, à la piqûre, et ce signe positif qu'on appelle l'allodynie, c'est le déclenchement d'une douleur au frottement simple. Avec un outil qui est devant le tableau, qui est l'outil DN4, qui permet ce dépistage et qui est largement recommandé en post-opératoire à la sortie des patients de l'hôpital, et puis de refaire ça dans les consultations de chirurgie en post-opératoire. Dans les innovations dans la douleur neuropathique post-opératoire, il y a des choses qui sont sorties ces dernières années et je tenais à vous en parler, à terminer par ça, puisque dans ces algorithmes de prise en charge, on voit que la morphine arrive en dernière position et qu'avant, il y a 2 choses qui sont très intéressantes dans la douleur neuropathique périphérique et peut-être encore peu connues. Ce sont la toxine botulique qu'on peut utiliser en sous-cutané et qui a montré son efficacité dans plusieurs étiologies de douleurs neuropathiques périphériques, dont la douleur post-opératoire, et également les patchs de capsaïcine forte. Voilà, c'est un piment qu'on place comme ça 1 heure et qui a une efficacité qui va de 2 à 5 mois et qui est vraiment également très efficace dans ces douleurs neuropathiques post-opératoires et qu'il faut connaître pour adresser les patients. Alors pour conclure, les stratégies thérapeutiques qui ont permis de diminuer cette consommation de morphine, eh bien, si on va sur la sensibilisation périphérique, c'est les analgésiques non morphiniques avec un chef de file, les anti-inflammatoires, qu'il faut donner dès qu'il n'y a pas de contre-indication. Largement l'analgésie loco-régionale à utiliser qui bloque le message nociceptif de la périphérie centrale. Ça fait diminuer l'utilisation des opioïdes, donc moins d'hyperalgésie aux opioïdes. Utiliser un antihyperalgésique qui s'appelle la kétamine, donc le chef de file et la kétamine largement. S'intéresser aux patients les plus vulnérables en préopératoire, les dépister, ce qui nous permet de ne pas oublier au moins de ces 3 choses-là, donc ALR, kétamine et anti-inflammatoire pour ces patients-là. Et enfin, détecter tôt les signaux d'alerte pour les prendre en charge tôt et éviter cette chronicisation à long terme qui pose problème. Je vous remercie pour votre attention. Non, merci. On a le temps pour quelques questions, Richard. Je vous remercie pour ce très très bel exposé, très clair. J'aime pas en général faire de la politique, mais je crois qu'il faut dire une bonne fois pour toutes que l'ère de la morphine pour tous de M. Kouchner, et vous aurez pas mal, a été une erreur. Donc c'est ma première réflexion sur la morphine, mais je voudrais quand même vous poser une question qui me tient à cœur depuis longtemps. Est-ce que vraiment l'anesthésie sans morphine est indispensable? Parce que je pense plutôt, et même aux États-Unis, que c'est plutôt l'utilisation post-opératoire à la sortie
de vous aurez pas mal, on va vous donner de la morphine. Est-ce que c'est vraiment en péropératoire ou est-ce que c'est pas plutôt dans l'analgésie post-opératoire? Voilà, c'est une première réflexion sur la crise des morphiniques. Voilà. Non, non, en péropératoire, j'insiste, pour l'instant, c'est quelque chose où on est en train de tester. On n'a pas de preuve que c'est très intéressant et ça peut entraîner d'autres effets secondaires, comme je vous ai montré, l'hypoxémie, des bradycardies, quand on remplace les opioïdes. D'accord? Oh, excusez-moi. Ensuite, il faut tout faire pour diminuer. C'est-à-dire que là, on appelle DOFA. L'idée, c'est de faire de OLA. Moins OLA, less OLA, opioïdes, less anesthésia. C'est-à-dire utiliser moins d'opioïdes en pér et en post-opératoire. Mais il ne faut surtout pas que les patients aient des douleurs. Donc, les opioïdes restent quand même le morphinique le plus fort et celui qu'on doit donner. Mais il faut bien s'assurer avant qu'ils aient bien une anesthésie loco-régionale, des anti-inflammatoires et qu'on ait pris en charge tout ce qu'on pouvait faire avant de donner des morphiniques. Mais ça reste quand même le secours nécessaire et il ne faut pas s'en priver. Non, non, mais je pense aussi, ça sort aussi de votre message, qu'en post-opératoire, je crois pour le grand public, il faut dire que l'association... on avait très peur des anti-inflammatoires, je ne sais pas ce qu'en pense André Liénard, mais c'était on parlait beaucoup de l'ulcère d'estomac, les anti-inflammatoires, on était terrorisés. Et je crois qu'il faut faire comprendre au public et au grand public qui nous écoute que l'association d'un antalgique avec un anti-inflammatoire, c'est complètement, entre guillemets, génial, si je peux me permettre cette expression. Et ça, c'est un très beau message que vous faites, parce que le grand public ne le sait pas, mais en sortie maintenant de clinique, je crois qu'on change complètement nos ordonnances et qu'on ne donne plus de morphinique. Alors, je ferai juste un aparté, si vous voulez, qui est complètement différent, parce que j'ai fait énormément de cancérologie. Je ne voudrais pas que le grand public retienne que le morphinique, c'est dramatique, et on sait bien que dans toutes les phases difficiles de cancérologie un peu terminale, les morphiniques sont d'un très, 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 très précieux recours. Et ma dernière question, qui est plus, pas ironique, j'ai été élevé par la PCA, la pompe post-opératoire. Je voudrais un peu avoir votre idée, puisque là aussi, il faut expliquer au public que l'on règle les pulses, si on peut dire, enfin les pressions sur la pompe, je dis ça comme ça au grand public, et on définit pour le malade une certaine dose de morphine, et après, il continue à appuyer, et là, il y a un effet placebo sur la douleur. Je voudrais juste que vous disiez peut-être un petit mot sur l'effet placebo post-opératoire sur la douleur. Est-ce que vous avez une idée personnelle sur ce sujet ? D'abord, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Bien sûr, je partage totalement votre point de vue, que la morphine, il faut l'utiliser et ce n'est pas catastrophique et ce n'est pas du tout le message que je voulais passer. Au contraire, il faut largement l'utiliser. La pompe à morphine, c'est extraordinaire parce que le patient, il appuie. Alors, il faut savoir qu'elle est quand même pendant 5 minutes, 7 minutes, il y a une période réfractaire. C'est-à-dire que s'il appuie encore, il ne reçoit pas de la morphine. Ce sont des précautions qu'on prend pour. Et puis, dans tout traitement, il y a un effet placebo. Plus il est invasif, c'est-à-dire que quand on met par les voies veineuses, plus on dit au patient le rapport, comment on va le présenter, l'antalgique au patient, a un effet énorme sur l'effet placebo. Il existe pour tous les antalgiques, et ce n'est pas seulement un effet psychologique, c'est un effet également biologique, parce que l'effet placebo, il y a des endorphines qui sont libérés par le cerveau quand on pense qu'il va y avoir un effet du traitement. Donc, l'effet placebo, c'est très bien et ça existe sur le plan biologique. Merci Valéria. Puis il y a un double effet placebo. Quand le médecin y croit, ça marche encore mieux quand il y a simplement le patient qui y croit. Merci Valéria. Et on va maintenant passer à Monaco et gérer ensemble le risque opératoire avec le chirurgien et Alexandre Thessen. Merci. Bonsoir à tous. Merci M. Villet, merci M. Liénard et M. Bossier pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ces exposés à l'Académie de chirurgie, même si je ne suis pas physiquement présent et que je suis confiné dans les Alpes-Maritimes. Alors, on va effectivement parler des risques au bloc opératoire. On va parler de cette coopération entre anesthésistes et chirurgiens. Alors, j'aurais pu vous parler de la réhabilitation améliorée, j'aurais pu vous parler du patient blood management, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, mais Marc Bossier l'a très bien fait, et puis il vous a vraiment montré que ces deux thématiques et d'autres avaient un impact direct sur la morbidité et la mortalité, mais moi je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler plutôt d'événements indésirables associés aux soins, vous montrer qu'ils sont fréquents, voir quelles sont les causes de ces événements indésirables associés aux soins, et plutôt voir quel est le rôle du facteur humain dans la genèse de ces événements indésirables, voir comment se passe la communication dans l'équipe de soins, entre l'anesthésiste et le chirurgien, mais pas que, avec toute l'équipe, au bloc opératoire ou en périopératoire immédiat.
Je vais vous montrer aussi les données de la littérature sur ce défaut de communication et quels sont les outils qu'on a à disposition pour justement corriger cette problématique et mieux travailler en équipe. Alors, les événements indésirables associés aux soins, le rapport américain, ils sont connus depuis longtemps, le rapport américain de 99 a rapporté que pratiquement 100 000 personnes aux États-Unis décédaient d'erreurs médicales, ce qui a été pour l'époque un choc de montrer ça, et c'est considérable. Et ça a été repris aussi par les enquêtes françaises ENEIS publiées en 2005 et en 2009, qui nous ont rapporté à peu près les mêmes données, nous montrant qu'on a beaucoup d'événements indésirables associés aux soins et qu'en moyenne, pour un service d'hospitalisation de 30 lits, c'est un événement indésirable grave tous les 5 jours, ce qui est relativement perceptible et conséquent. Ce qui, à l'échelle de la France, fait 120 000 à 190 000 événements indésirables par an. Alors pour nous, anesthésistes chirurgiens et les personnes qui travaillent avec nous, il faut savoir que la moitié de ces événements indésirables concernent la période périopératoire. Donc on est directement impacté par cette problématique et un tiers de ces événements sont évitables. Donc il y a des choses à faire dessus. Manifestement, quelles sont les causes de ces événements indésirables? Alors il y a plusieurs causes. Il y a les causes qui sont liées au patient, de fait de son âge, des comorbidités, de la chirurgie qui est lourde, ou de la chirurgie qui est pratiquée en urgence. Puis il y a des causes organisationnelles et multifactorielles, qu'elles soient matérielles ou liées aux structures différentes. Et puis il y a des causes qui sont liées au fonctionnement d'équipe, qui sont plus des causes liées aux facteurs humains, que ce soit des défauts d'organisation, de vérification, de coordination ou de communication. Et parmi ces causes, on a les défauts de communication qui en prennent une place importante. C'est cette rupture ou cette perte de fluidité dans le processus de soins qui peut être la genèse d'un événement indésirable associé aux soins. Et ça va être à plusieurs niveaux. Ça peut être les échanges entre deux professionnels ou les transmissions entre deux professionnels ou entre deux équipes. Donc, ça peut être des changements d'équipe également. Les transmissions entre les unités, entre un malade qui passe du bloc opératoire vers une unité de soins intensifs ou un malade qui est transféré vers un autre établissement, et la littérature est assez fournie sur le sujet. Donc, vous voyez que, premier message, ces événements indésirables associés aux soins, ils sont fréquents, ils sont potentiellement graves, et puis, dans au moins un tiers des cas, ils sont évitables. Et on est pleinement concernés, nous, anesthésistes chirurgiens, puisque dans la moitié des cas, ils concernent la période périopératoire. Donc là, je vais vous parler de la communication dans l'équipe de soins, entre ce binôme anesthésiste-chirurgien, mais pas que, avec toute cette équipe. La communication, elle peut être directement orientée sur les tâches. C'est par exemple un chirurgien qui demande à l'anesthésiste quel est le traitement en cours, quelles sont les allergies. Donc ça va impacter directement la sécurité des soins. Ou ça peut être indirectement des interactions relationnelles, pas en rapport avec la prise en charge liée aux soins, mais ça va avoir un effet sur la cohésion entre les personnes et la confiance mutuelle, et ça peut donc indirectement impacter la sécurité des soins. Alors si on modélise ça, c'est connu depuis longtemps, entre quelqu'un qui va vouloir émettre un message et quelqu'un qui va le recevoir, il y a plusieurs étapes qui peuvent être compliquées et au cours desquelles il peut y avoir une rupture du message. Entre ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est compris et ce qui est exécuté, vous voyez qu'il y a plusieurs situations à risque et à différentes étapes, on peut avoir une rupture de la continuité dans la communication et avoir un défaut de communication, d'autant plus que dans l'environnement périopératoire, on a toute une série de situations à risque, qu'elles soient culturelles ou liées à notre formation différente entre les uns et les autres, à un lien hiérarchique, à des problèmes de transmission, à du stress, à de l'urgence, à de la familiarité ou pas, à des interruptions de tâches qui peuvent survenir, à du bruit ou à du temps limité parce qu'on est en situation d'urgence. Donc, toutes ces situations à risque vont potentiellement générer des défauts de communication entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Et alors, au bloc opératoire, c'est encore plus complexe puisqu'on a non seulement un chirurgien ou plusieurs chirurgiens, un anesthésiste ou plusieurs anesthésistes, s'il y a des relais de transmission, mais pas que, il y a également les infirmiers de bloc opératoire qui vont assister le chirurgien, on a l'infirmière anesthésiste qui va assister l'anesthésiste, et puis on va avoir les aides-soignants, les brancardiers et différentes personnes. On va avoir une communication directe entre ces personnes, pas seulement entre l'anesthésiste et le chirurgien, mais également entre toutes ces personnes, et à tous les niveaux, on va pouvoir avoir des défauts de communication. On a également une communication indirecte qui va être implémentée par la formation, notre culture, par le programme opératoire, par les prescriptions. Et vous voyez que ce modèle de bloc opératoire et ce modèle de travail en équipe, c'est quand même plus complexe que ce qu'on a pu apprendre avec l'aéronautique, comme ce qui se passe dans un cockpit, où on a une relation entre un pilote et un copilote,
ou entre un pilote et la tour de contrôle au sol. Donc, deuxième message, la communication, c'est quelque chose de complexe, d'autant plus qu'on a affaire à des équipes médico-chirurgicales qui sont composées de plusieurs personnes, de compétences différentes, de formations différentes, avec des objectifs différents. Alors, quelles sont les données de la littérature sur le défaut de communication? Elles sont extrêmement nombreuses, la littérature est très fournie sur le sujet. Je reviens sur le rapport Enneis en 2009, qui montrait que 50% des causes d'événements indésirables graves étaient liées au fonctionnement d'équipe. Que ce soit un problème d'organisation, un problème de communication entre professionnels, ou un problème de composition d'équipe, ou de lien hiérarchique avec la supervision. Donc la moitié des cas des événements indésirables sont liés au fonctionnement de l'équipe. La Joint Commission aux États-Unis, dans ses rapports annuels, rapporte à peu près les mêmes données. On est à 2/3 d'événements indésirables graves qui sont liés à des défauts de communication, que ce soit au sein de l'équipe, que ce soit entre deux personnes, ou au sein de l'équipe, que ce soit des défauts de transmission, que ce soit des problèmes de hiérarchie et d'intimidation. Et au bloc opératoire, donc on va avoir des communications défectueuses et ça va avoir un impact sur la sécurité des soins. Je vais vous montrer 4 études. La première, c'est une étude observationnelle où ils se sont intéressés à des interventions chirurgicales et ils ont observé les membres de l'équipe chirurgicale. Sur 90 heures d'observation, une cinquantaine d'interventions chirurgicales observées, ils ont pu constater que sur 421 communications qui étaient analysées, on en avait 30% qui étaient défectueuses au bloc opératoire. Et que parmi ces communications défectueuses, ces 30%, on va en avoir 1 sur 3 qui va avoir un impact négatif directement sur la sécurité et qui peut être génératrice d'événements indésirables pour le patient. Donc, c'est relativement important. Deuxième message, vous en avez touché un mot tout à l'heure, une étude qui est parue en 2019 dans un journal BMJ Quality Safety, où là, ce sont des internes d'anesthésie qui étaient mis en simulateur haute fidélité pour gérer une situation de crise, un choc hémorragique au bloc opératoire. Ils étaient mis en situation en équipe avec, entre autres, le chirurgien. Ils étaient randomisés en 2 groupes et selon que le chirurgien était courtois, correct, ou selon que le chirurgien était moins respectueux, voire injurieux, le niveau de compétence de l'anesthésiste pour gérer cette situation de crise, ce choc hémorragique au bloc opératoire, le résultat n'était pas le même. Quand tout était bien, quand le chirurgien était poli et courtois, le résultat attendu de niveau de compétence était obtenu dans 91% des cas, contre seulement 63% des cas lorsqu'on avait affaire à un chirurgien qui était moins poli et moins respectueux. Donc vous voyez que ça va avoir un impact direct sur la vigilance, sur le diagnostic de la situation, sur la façon de la gérer, sur la communication au sein de l'équipe et sur la gestion du patient et inévitablement la qualité et la sécurité des soins. Troisième étude, alors là qui concerne le changement d'équipe. Ils ont observé, donc c'est une étude observationnelle publiée dans le JAMA, sur plus de 300 000 procédures chirurgicales, ils ont observé la mortalité, les réadmissions et les complications majeures à 30 jours selon qu'il y ait eu un changement d'équipe d'anesthésie au cours d'une chirurgie lourde. Sur ces 300 000 procédures chirurgicales observées, il y a environ 6 000 procédures chirurgicales où on avait une transmission d'équipe. Et vous voyez que quand on a une transmission d'équipe, ça va risquer d'augmenter la mortalité. On a une mortalité qui est multipliée par 2. Ça va augmenter la réadmission et ça va augmenter les complications majeures à 30 jours. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas changer d'équipe d'anesthésie ou voire de chirurgien, ça se fait dans les pays scandinaves au cours d'une chirurgie lourde, mais il y a peut-être des outils qui vont nous permettre d'éviter justement de majorer les risques pour le patient. Dernière étude, c'est une étude plus ancienne, où là, en 2010, dans le JAMA, dans les hôpitaux des vétérans américains, ils ont mis en place des programmes d'entraînement en équipe et ils ont montré qu'après 2 ans de mise en place, ça permettait de baisser de 18% la mortalité pour les patients. Donc, c'est quand même un résultat extrêmement important. Donc, vous voyez que la littérature est relativement fournie sur le sujet, que ce soit pour montrer que les communications défectueuses ou les rapports hiérarchiques avec des rapports d'intimidation, ou que ce soit des mauvaises des passations entre équipes avec des transmissions qui sont mal faites, peuvent engendrer des risques pour le malade et qu'il y a peut-être des outils dont je vais vous parler qui peuvent améliorer la sécurité pour le patient et diminuer ce risque de survenue d'événements indésirables. Alors, premièrement, il faut standardiser la communication. Ça a été l'objet de la checklist HAS, mise en place en 2010 en France, avec une obligation de la réaliser. Malheureusement, elle n'est pas parfaitement réalisée partout. Et c'est l'intérêt aux divers temps chirurgicaux
de pouvoir standardiser et de pouvoir informer l'ensemble de l'équipe des risques potentiels liés aux patients. Autre outil de standardisation en situation de crise, les aides cognitives, qui ont été initialement développées par Stanford University aux États-Unis et que l'ASFAR a adapté en français. Vous les trouvez sur le site de l'ASFAR. Il y a plus de 40 aides cognitives qui sont en fait des fiches d'urgence pour gérer les situations en cas de crise au bloc opératoire, comme un arrêt cardiaque, un choc anaphylactique, une hyperthermie maligne, une intoxication aux anesthésiques locaux. Donc c'est au bloc opératoire, ça peut être en salle de naissance, ou ça peut être même en réanimation. Elles sont disponibles sur le site de l'ASFAR et ça permet d'éviter les biais cognitifs et d'éviter dans le stress et dans la fatigue d'oublier des items et des éléments de prise en charge. Et ça permet de standardiser également la communication avec un leader. L'HAS propose son outil SAED, où un professionnel qui va faire appel à un autre professionnel peut, grâce à cette fiche de standardisation, présenter la situation, présenter les antécédents du malade, faire une évaluation correcte de la situation clinique du patient et formaliser correctement sa demande pour pouvoir avoir l'aide du professionnel en question. Il y a également des outils de transmission. L'ASFAR en a développé un, mais il y en a plusieurs, que ce soit des transmissions en réanimation, ou que ce soit des transmissions au bloc opératoire ou entre équipes paramédicales. La deuxième façon de gérer les risques en équipe, c'est de s'entraîner, c'est de faire de la simulation in situ, tout simplement, ou de faire de la simulation haute fidélité pour identifier les failles, utiliser les outils et sensibiliser les professionnels de santé à ces problématiques, afin d'avoir une communication claire et ciblée. Il faut également s'entraîner au troisième point, c'est s'entraîner au travail en équipe, avec, on l'a vu, l'irrespect et l'excès d'autorité peut nuire, donc respecter, écouter, faire une coopération idéale entre anesthésistes et chirurgiens. Vous avez l'HAS qui a développé son outil pour savoir qui fait quoi et de répartition des rôles entre l'anesthésiste et le chirurgien afin qu'il y ait une véritable cohésion et une communication qui soit apaisée. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la qualité des soins et sur le bien-être au travail. Il y a également un outil qui a été développé par le CEPHAR il y a 2 ans, c'est le hashtag Un patient, une équipe, qu'ils ont développé avec les sociétés savantes de chirurgie et les sociétés savantes de médecine en lien avec les plateaux techniques, comme la gastro-entérologie, la cardiologie ou autres, où pour gérer les conflits au bloc opératoire, vous avez des outils avec des visuels, des affiches, vous avez des chartes, vous avez de la documentation, afin de prévenir le conflit ou de gérer le conflit s'il est survenu, de manière à mettre en place des mesures correctrices dans l'organisation du travail. C'est disponible sur le site du CEPHAR ou sur le site de l'ASFAR. Quatrième point, le programme PACT de l'HAS, c'est le programme d'amélioration continue du travail en équipe. C'est vraiment de faire de la sécurité du patient un enjeu collectif. C'est d'apprendre à travailler ensemble en développant toutes ces compétences non techniques et de gérer les risques liés aux facteurs humains. Donc, à partir d'équipes volontaires, l'HAS les accompagne pour effectuer un diagnostic, une mise en œuvre et puis une évaluation, c'est-à-dire le diagnostic, ça va être d'identifier les difficultés de fonctionnement à l'aide d'outils simples, de questionnaires ou de mise en situation. Et puis la mise en œuvre, ça va être l'équipe qui va élaborer un projet pour s'engager sur des actions d'amélioration, que ce soit sur la communication, sur l'implication du patient, sur les pratiques collaboratives, le briefing, le débriefing, ou sur la capacité à alerter, à déclarer et à analyser les événements indésirables. Parce que vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement important, le reporting, la déclaration des événements indésirables et l'analyse en RMM, en revue morbide mortalité ou en remède, qui sont des RMM spécifiques aux médicaments, pour analyser les causes et mettre en place des mesures correctrices. Et enfin, le troisième point, c'est l'évaluation de l'efficacité de chaque action qui a été mise en place et à plus long terme de pouvoir les pérenniser et d'évaluer les résultats de cette démarche. Donc, c'est le programme PACT de l'HAS. Donc, tous ces éléments, tous ces outils, je n'ai pas pu tous les aborder parce qu'on n'a malheureusement pas assez de temps ce soir, mais vous les retrouvez sur les sites de l'HAS, sur les sites de l'ASFAR, du CEPHAR. Il y a également un outil qui est assez original, c'est la newsletter de la PSF, l'Anesthesia Patient Safety Foundation. C'est une émanation au départ du comité sécurité de l'ASA, puis qui s'est autonomisé en fondation, qui 3 fois par an publie une newsletter depuis plus de 20 ans. Et l'ASFAR assure la traduction et la publication sur son site de cette newsletter en français, où vous retrouvez des thématiques de gestion des risques en périopératoire. Donc, je vous invite, c'est sur la page de garde de l'ASFAR, d'aller la lire. Tous les 4 mois, elle paraît. Et puis, il y a 2 organisations indépendantes des sociétés savantes qui proposent des choses assez innovantes et assez intéressantes. C'est la Safe Team Academy, qui a une plateforme de formation e-learning
avec des situations simulées en vidéo, donc je vous invite à aller voir. Et vous avez le groupe Facteurs Humains en Santé, qui a une chaîne YouTube et qui produit environ une fois par semaine des vidéos en lien avec le facteur humain et les mesures correctrices qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Alors en conclusion, je voulais vous faire toucher du doigt finalement que ces événements indésirables associés aux soins, ils sont pour une grande part liés au facteur humain et en particulier au défaut de communication entre les anesthésistes et chirurgiens, mais pas que, entre les différents membres de l'équipe. Donc c'est une des causes majeures et c'est ce qui ressort de la littérature et des grandes études, qu'elles soient nord-américaines ou françaises. Et que la communication dans un environnement périopératoire, c'est vraiment complexe. Il y a de nombreux intervenants avec une formation et une culture différente. Et ce n'est pas une fatalité tout ça, puisque ces événements indésirables, ils sont dans un tiers des cas évitables. Donc il faut les prévenir par l'utilisation d'outils de communication, par la formation au travail en équipe, par la standardisation des pratiques et par l'outil de la simulation in situ ou la simulation de fidélité. Je vous remercie. Merci Alexandre. En t'écoutant, ça me fait penser que quand j'ai pris la présidence de l'ASFA il y a quelques années, il y avait un comité sécurité qui s'occupait des pannes des respirateurs et tout. Donc j'ai mis fin à tout ça parce que ce sont les agences qui ont pris le relais. Et a été créé à ce moment-là le comité analyse et maîtrise du risque, dont tu es le président maintenant. Et c'est bien un changement de culture. Et j'ai indiqué tout à l'heure qu'on était passé de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000. On a parlé des éléments techniques, mais un élément fondamental, c'est qu'on ne peut pas descendre au-dessous de 1 sur 10 000 si on ne change pas de culture. Et que les éléments qui ont été indiqués là, c'est pas simplement faut faire gentil, bien codé, c'est un changement radical de culture avec les outils qui ont été indiqués là, et parmi lesquels, pour prendre un exemple, quelqu'un qui fait la remarque que peut-être ceci n'est pas tout à fait correct ou qu'on vérifie cela, doit être remercié et non pas de quoi tu te mêles. Les vérifications croisées sont un élément de sécurité et bien évidemment, il y a celui-là, il y a tous ceux qui ont été indiqués, mais tu as probablement quelques questions. Oui, non, moi, je voudrais remercier Alexandre Theyssen pour son exposé, parce que c'est souvent, je pense qu'il faut maintenant, on a passé la deuxième étape du conflit anesthésiste-chirurgien, c'est fini, on est dans une nouvelle et je voudrais le remercier parce qu'il a, comme on a beaucoup comparé l'aéronautique, d'abord je pense que dans cet exposé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il utilise le mot équipe et pas le mot équipage. Et j'y tiens beaucoup parce que, si vous voulez, je crois, même si on est des équipes, même si on ne se connaît pas, ça c'est un problème qu'on peut aborder. Il ne faut sûrement pas qu'il y ait d'affectif dans un bloc opératoire, mais il est certain que de travailler avec des gens dans une équipe, et je me retourne plus vers le rugby, quand on monte à l'avant, si on n'est pas une équipe et qu'on n'a pas appris à travailler ensemble, on n'arrivera jamais à marquer un essai. Ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faudra quand même, comme on est dans une émission qui peut être écoutée, il faut rassurer les patients. Il n'y a quand même pas dans les blocs opératoires des gens qui s'insultent en permanence et des conflits. C'est un métier, j'ai beaucoup aimé l'idée de dire que c'est pas un système compliqué, j'aime bien le dire, et c'est un système complexe. Système compliqué, c'est quelque chose qui a été créé par les hommes, c'est un avion, c'est une fusée, parce qu'on connaît tous les éléments. Et dans le système de l'homme, malheureusement, personne ne l'a fabriqué, on n'y peut rien, c'est complexe, et il y a des aléas. Et donc, c'est en s'entendant qu'on peut progresser. Ça, vraiment, je vous remercie pour cet exposé qui, je crois, était vraiment clair pour le grand public, bien d'expliquer qu'on travaille en équipe. Et on l'a dit tout à l'heure, et Marc Bossier a introduit ce thème, c'est-à-dire que il faut contrôler l'analgésie, enfin, pas l'analgésie, l'anesthésie au sens large pendant l'intervention. Mais c'est grâce à ça que les chirurgiens ont pu faire des progrès. Et à l'inverse, c'est les chirurgiens qui ont fait des progrès par la chirurgie mini-invasive, et Valéria le rappelle aussi, parce que si les gens ont moins mal, c'est peut-être parce qu'on tire moins sur les mésos. Je m'excuse de ces termes un peu vulgaires pour le grand public, mais moi j'aime bien, si vous voulez, à l'époque, on a parlé beaucoup des médecines douces, j'ai souvent utilisé ce mot, c'est la soft surgery. C'est-à-dire la chirurgie doit être douce également, et je crois que cette relation anesthésie-chirurgien dans le cadre d'une anesthésie douce et d'une chirurgie douce fait améliorer les choses. Ma dernière remarque, et peut-être ma question qui se tourne à la fois vers Marc Bossier, Liénard et vous-même, c'est un problème qu'il faut quand même, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est un problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est Valéria, c'est le changement d'équipe, et c'est un problème qui est la durée du temps de travail et le repos. Et si vous voulez, pour les blocs opératoires, le problème, c'est qu'on travaille peut-être justement trop souvent en équipage. Ça veut dire qu'on travaille, on rentre dans une salle d'opération et on a la personne qui a été attribuée à l'anesthésie, il y a l'IBOD, et les gens ne se connaissent pas. Et je pense que vous l'avez bien illustré, si on se connaît, ça peut quand même marcher un peu mieux. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'on peut vraiment aller dans un système, comme dans l'aviation, où les gens n'ont plus le droit de se connaître pour monter dans un cockpit?
Alors, c'est effectivement un risque potentiel, mais je crois que c'est parfaitement réalisable. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans mon exposé, c'est qu'avant tout, il faut standardiser la communication, et en particulier lors de ces interfaces entre spécialités différentes, entre cultures différentes, entre niveaux de compétences différentes, et encore plus lorsqu'il y a des changements d'équipe ou lorsqu'il y a des changements de secteur. Et la littérature l'a montré, là je ne pouvais pas tout vous présenter ce soir, mais il y a des travaux, c'est une étude de 2014 dans le New England qui montre que la mise en place d'outils de standardisation de transmission a permis de diminuer la morbidité pour les patients. Et donc c'est effectivement quelque chose de faisable, de travailler entre gens qui ne se connaissent pas, à condition de standardiser les choses et de standardiser les pratiques. Je dirais que, comme toujours, il n'y a pas un seul risque, il y en a plusieurs. Le premier, effectivement, c'est l'épuisement. Et il faut reconnaître que parfois, un œil neuf qui arrive en salle d'opération va s'apercevoir de quelque chose dont celui qui était aux manettes ne s'était pas aperçu. Donc, ce n'est pas toujours une perte de chance. Mais il est vrai aussi qu'une des fonctions de l'anesthésiste, c'est de rassurer le chirurgien. Et quand il voit quelqu'un qu'il connaît et en qui il a confiance, il est plus à l'aise. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'il y a quand même des moyens de standardiser les pratiques. Je parlais de culture. Et l'idée qu'il y en a un qui sait faire et que les autres ne savent pas, et l'artiste unique, c'est, allez, on ne descend pas au-dessous de 1 pour 10 000 accidents. On arrive à 1 pour 100 000 quand il y a une équivalence des acteurs. Mais équivalence des acteurs ne veut pas dire qu'on n'a pas, à un moment donné, à communiquer avec celui que l'on remplace, à avoir l'ensemble des éléments. Donc, des changements d'équipe possibles, oui, avec des acteurs équivalents et avec des procédures de communication qui permettent d'avoir l'intégralité des informations. Je voudrais juste rajouter un mot, si vous me le permettez. Il y a un élément où je n'ai peut-être pas assez insisté dans mon topo, mais qui est fondamental, c'est le reporting. C'est ce qui est fait dans l'aviation, où finalement, dès qu'il y a un événement indésirable, même mineur, il est déclaré, il est analysé, et puis il est transmis pour essayer de trouver des mesures correctrices et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Malheureusement, parfois, Oui, pour la vie avec les puis ce n'est pas toujours le cas. Mais on a beaucoup à apprendre de l'aviation dans ce domaine-là, et je crois qu'il y a, même si des progrès ont été faits sur la déclaration des événements indésirables, leur analyse, les RMM, c'est encore un point sur lequel les équipes doivent travailler. Si vous voulez, pour poursuivre dans cette idée, j'espère que dans le prochain débat qu'on aura dans 1 an ou 2, on pourra vous parler un peu d'un nouveau sujet qui me tient également à cœur. C'est 1, les boîtes noires, et 2, les tours de contrôle, qui sont vraisemblablement un progrès aussi pour dire au grand public. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une salle d'op, il y ait partout des observations qui permettent d'analyser les événements en dehors de l'homme. C'est-à-dire c'est cette notion de tour de contrôle et de boîte noire. Mais on n'en est pas aujourd'hui à en parler. Voilà. Oui, je pense, pour aller dans le sens de ce que dit Alexandre, c'est quand il y a un événement indésirable, il faut pouvoir l'analyser. Et pour l'analyser, il faut 2 choses. La première, c'est des outils de surveillance qui ont enregistré minute par minute ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de flicage, il s'agit de compréhension de quel est le mécanisme de l'accident. Le deuxième, c'est un débriefing rapide après, avec 2 objectifs seulement. Le premier, c'est permettre aux personnes de s'exprimer, parce qu'il y a quand même une charge affective très forte, et en particulier aux non-médecins, c'était plutôt les brancardiers, les aides-soignantes, ceux qui ont le plus souffert de l'événement et qui ont du mal à s'exprimer. 2, caler la chronologie exacte de l'événement par rapport à ce qu'a passé, ce qu'a dit l'un, ce qu'a fait l'autre, parce qu'au bout de quelques heures, et a fortiori quelques jours, tout ça a totalement disparu. Et au moment de la RMM, on pourra utiliser ces éléments. Dans une ambiance absolument non punitive, dans une ambiance non culpabilisante, à l'écart de l'administration, loin des ingénieurs qualité, avec des médecins, des personnes qui connaissent la chirurgie, l'anesthésie, les éléments, de façon, encore une fois, être en confiance pour pouvoir communiquer. Et dans un temps ultérieur, on pourra dire quelles sont les éventuelles mesures correctrices ou autres. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur ça, et il n'est pas mince.
Bon, on va pouvoir... André, je rappelle, parce que M. Liénard est très modeste, qu'il est en plus expert auprès des tribunaux, pour les gens qui nous écoutent, et donc il a bien évidemment été confronté, je pense, souvent à ces problèmes relationnels. Bon, je pense vraiment qu'en tous les cas, je voudrais vraiment vous remercier. Et je voudrais juste dire une chose au public qui nous écoute. N'hésitez pas quand même, il y a un système de chat. Vous avez vu qu'on est sur Zoom et que donc vous pouvez tout à fait poser des questions qui nous arrivent sur notre table. Là, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Et donc, André, je vous laisse la parole pour notre dernier orateur. Pour voir quelles sont les nouveautés dans l'anesthésie locale et loco-régionale. Et pour ça, c'est Sébastien Bloch. Donc, je pense qu'il a pu nous rejoindre maintenant. Oui, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier les professeurs Villey, Liénard et Bossier pour cette invitation au mardi de la chirurgie. C'est un énorme plaisir pour moi que d'être présent ici et de vous parler donc des nouveautés dans l'anesthésie locale et loco-régionale. Alors Valéria Martinez a déjà parlé un petit peu d'anesthésie loco-régionale, vous a déjà suggéré l'intérêt que ça pouvait avoir sur l'analgésie, ce qu'elle disait, sur la chronicisation et sur aussi l'impact que ça pouvait avoir en anesthésie et sur les consommations de morphiniques ou d'opioïdes comme elle vous l'a expliqué. Juste avant de commencer, je vais d'abord définir la LR. On parle souvent de bloc aussi. J'ai aucun conflit d'intérêt, moi, m'appelant bloc avec cette anesthésie-là. J'y suis pour rien du tout, mes parents non plus. Mais il y a deux types donc, d'ALR. Il y a les blocs qu'on appelle centraux. Et là, moi, je vais vous parler des nouveautés en termes de médicaments qui nous ont beaucoup aidé sur l'optimisation, vous verrez, des parcours patients grâce à ces médicaments. Et je vous parlerai aussi des blocs périphériques. Qui sont, là je vous parlerai plutôt de la technique. Alors les blocs centraux, les deux principes sont les mêmes. On injecte un anesthésique local au contact des nerfs, ça va venir bloquer la transmission nerveuse. Les blocs centraux, c'est la péridurale et la rachianesthésie. Et les blocs périphériques, c'est bloquer ou anesthésier simplement un membre de manière très spécifique. Avant de reprendre ces grandes nouveautés, je vais reprendre un peu les 30 dernières années et ce qui a révolutionné l'anesthésie loco-régionale. Alors moi je suis content parce que j'ai pu connaître toutes ces années-là et vivre vraiment cette révolution en anesthésie loco-régionale. Et donc, dans les années 90, on utilisait un appareil qui était un neurostimulateur. Ça envoyait des petites stimulations électriques. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et j'ai associé ces années, ces techniques, ces technologies d'anesthésie loco-régionale avec les parcours patients ou les modalités d'hospitalisation. Dans les années 90, on a vécu un grand virage qui était le virage ambulatoire. Et vous verrez qu'ils étaient vraiment faits pour se connaître, la neurostimulation, l'ALR et le virage ambulatoire. Dans les années 2000, est arrivé donc cet élément qui a révolutionné notre pratique, qui était l'appareil d'échographie, qui a permis de, comme on le verra, sécuriser et diffuser cet ALR périphérique, pas simplement à l'orthopédie, parce que c'était vraiment dédié surtout sur les membres, mais ça a permis de diffuser sur d'autres techniques, d'autres pratiques chirurgicales, et pas simplement l'orthopédie, donc aussi bien la chirurgie thoracique que la chirurgie abdominale. Ce qui a été intéressant, c'est que durant ces années 2000, il y a des grandes enquêtes d'épidémiologie sur les complications en anesthésie, et ça a permis de supporter l'intérêt qu'on avait d'utiliser l'échographie. Donc là encore, ça tombait bien, à la fois cette nouveauté et à la fois la recherche que l'on avait sur la complication en anesthésie. Et après, ces 10 dernières années, de 2010 à 2020, on a vraiment une grosse extension de des indications des ALR, et qui est arrivée là aussi, qui est très bien arrivé, parce qu'il est arrivé au moment où on a eu, après le virage ambulatoire, il est arrivé dans le virage de réhabilitation, et on a pu caler nos pratiques d'anesthésiste sur ce virage, et donc s'adapter complètement aux besoins qu'avaient aussi bien la chirurgie, les chirurgiens et les patients, pour pouvoir prendre tranquillement ce nouveau mode d'hospitalisation et de parcours patient. Donc je reprends tout ça, juste pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu et qui ne verront plus parce que ça n'existe plus maintenant, pourtant ce n'est pas très vieux. La neurostimulation et les années 90, alors je vais voir si je peux démarrer le film ou si on peut me démarrer le film. Est-ce que si là en régie, on peut démarrer le film s'il vous plaît? Oh. Je reviens, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Ouais, merci si vous pouvez le démarrer. Donc en fait, vous allez voir ce que c'était que la neurostimulation. C'était un boîtier qui envoyait des petites décharges électriques. Les nerfs sont des nerfs sensitivo-moteurs, donc on déclenchait une réponse motrice. Et quand on déclenchait quelque chose, juste à côté, on mettait ce anesthésique local qui allait bloquer donc, de manière transitoire un nerf, qui sont des nerfs pour la plupart sensitivo-moteurs et qui permettaient après de faire de la chirurgie. Là, c'est un bel exemple. C'était surtout dédié à l'orthopédie. Quand je vous parlais de cette association technique, modalité, parcours patient, modalité d'hospitalisation, ça c'est un travail qui avait été fait par deux anesthésistes qui étaient très impliqués aussi bien dans l'ambulatoire que
l'ALR, qui étaient les professeurs Ecofet et Karmansamy, et qui avaient essayé de mettre en avant les techniques qui étaient les plus adaptées à l'ambulatoire. Et quand on reprend ici l'ALR, comme je vous disais, plutôt pour la chirurgie de la main, du genou et du pied, eh bien, ce que ça permettait par rapport à l'anesthésie générale, c'était d'éliminer les complications les plus fréquentes qui allaient empêcher les patients de sortir en ambulatoire, qui étaient les sédations résiduelles, les nausées, vomissements post-opératoires. Ça permettait aussi une meilleure autonomie et plus rapide du patient, et ça permettait, ce dont parlait tout à l'heure Valéria Martinez, et ben en plus de l'anesthésie, ça permettait de continuer cette absence de sensation qu'on appelle après la chirurgie l'analgésie. Donc ça permettait d'avoir une analgésie post-opératoire efficace. Et pour rebondir sur ce que disait Valéria Martinez, de diminuer ses consommations d'opioïdes en post-opératoire et de les utiliser simplement qu'en opioïdes de secours. Les problèmes auxquels étaient confrontés encore ces ALR périphériques, c'était les délais d'installation, la régression lente du bloc et les échecs techniques. Et c'est là qu'est arrivée l'échographie, et c'est là qu'on a pu justement jouer sur ces 3 points dont je viens vous parler, qui sont les durées de bloc, la sécurité, qui pouvait être donc limitant à l'époque sous neurostimulation. L'échographie, donc, c'est arrivé d'abord par la pédiatrie et par l'Autriche. Ce n'était pas de l'échographie au départ, mais un système Doppler qui permettait de retrouver des structures vasculaires. Et on sait qu'à côté, on trouve des nerfs. Et puis après est arrivé vraiment l'appareil d'échographie qui sont utilisés par les radiologues. Au départ, vous verrez un petit peu plus petit que ceux des radiologues. Et ça nous permettait, comme on peut le voir sur cette revue d'anesthésiologie parue en 2005-2006, c'est vraiment les années où nous, on a découvert cette technique-là. Et ça nous permettait de voir enfin ce qu'on faisait. Et ça nous a permis aussi de comprendre ce que l'on faisait. Je vais vous montrer comment on voyait et comment on comprenait. Et donc, sur cette très belle image, on voit très bien qu'on pouvait visualiser aussi bien l'aiguille que l'on utilisait que la distribution, donc tout en noir, juste par ici, hop là, de l'anesthésique locale, et juste à côté, le nerf. Enfin, on voyait ce qu'on était en train de faire. Quand on apprenait ces techniques dans les années 90, donc en neurostimulation, ce que l'on apprenait, c'était beaucoup d'anatomie. On nous apprenait des repères cutanés, et donc on avait ce petit système électrique pour retrouver les nerfs, mais ce qu'on apprenait, c'était soit, comme on peut le voir sur la droite de la diapositive, de l'anatomie descriptive dans les livres. Quand on avait de la chance, on allait voir un petit peu comment ça se passait dans des laboratoires d'anatomie. Et puis ce que nous a permis de voir l'échographie, c'est que ce qu'on apprenait, effectivement, c'était vraiment comme ça dans un patient qu'on prenait en charge. Et ça permettait de nous faciliter les choses par le fait de voir effectivement les cibles qui nous intéressaient. Ça nous a permis aussi de comprendre ce que l'on faisait. On injectait des anesthésiques locaux à proximité du nerf et on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins à proximité et que parfois ce manque de proximité ou cette trop grande proximité pouvait générer soit par manque de proximité de l'échec dont je vous parlais, ou alors quand on avait une trop grande proximité, ça pouvait générer des petites lésions ou dommages nerveux qui, heureusement, la plupart du temps, cèdent tranquillement. Et donc l'échographie, par le fait de pouvoir visualiser effectivement, comme on le voit ici, où on allait injecter, vous avez ici modélisé un nerf, ça permettait de savoir où on allait se mettre et se placer précisément pour pouvoir le respecter et pour pouvoir injecter de manière correcte. Et donc cette évolution, elle a été permise, donc la compréhension de l'anatomie, la compréhension de l'endroit où on piquait, a été permise aussi par l'évolution qu'il y a eu en 10-15 ans de la technologie. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive ce que l'on voyait quand on avait ces premiers appareils d'échographie. Donc ça, c'est une image que j'ai retrouvée. Et ça, c'était l'appareil qu'on utilisait à l'époque. Et donc, on voyait des trucs, mais surtout, on était très, très croyants pour pouvoir voir. Là, vous avez en dessous la même image, mais avec un appareil actuel. Donc, on se rend bien compte que la résolution et la technologie nous a aidés pour pouvoir progresser en termes de sécurité, en termes de compréhension. Et vous allez le voir, après, ces 10 dernières années, ça nous a permis d'avoir cette telle résolution, ça nous a permis de passer de l'ALR dédiée à l'orthopédie à une ALR qui va être dédiée au patient et dédiée à son parcours et dédiée à sa chirurgie. L'autre chose qui nous a aidé, en plus des appareils d'échographie, ça a été la visualisation et la visibilité des aiguilles qui a été augmentée et qui nous permettait là encore de sécuriser nos pratiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui de l'ALR ? Si vous pouvez déclencher le film, s'il vous plaît, c'est simple. C'est simplement retrouver des structures
nerveuse et vasculaire. Vous avez ici une artère qui bat, à côté une grosse tache blanche qui est un nerf, et vous allez voir qu'on voit maintenant très bien les aiguilles progresser, qu'on arrive à visualiser, c'est un grand trait blanc, et puis on visualise aussi très bien l'injection d'anesthésique locale. Donc c'est quelque chose qui est devenu à la fois visible, à la fois plus facilement j'essaie d'avancer, plus facilement réalisable, et surtout réalisable par tous. Au début, l'ALR était quelque chose qui était utilisé et réalisé par un petit groupe d'anesthésistes qu'on appelait les ALRistes, qui aimaient vraiment énormément cette pratique, qui souvent se dédiaient à l'orthopédie. Et tout d'un coup, de voir, ça a permis en tout cas à beaucoup d'anesthésistes de pouvoir s'impliquer dans l'ALR, de pouvoir l'utiliser et donc d'aller au-delà de l'orthopédie. Mais ça, on va le revoir juste un petit peu après. Donc ce qui s'est passé dans ces années 2000-2010, eh bien, ça a été de voir à augmenter, a pris en tout cas en compte les deux limites dont je vous avais parlé tout à l'heure dans le travail de Cameron Samy et de Claude Escoffet. C'était qu'on avait un problème de succès et un problème d'installation et de délai d'installation. Et bien tout d'un coup, en voyant, en comprenant, on a largement augmenté le succès qui était déjà très élevé. Mais là, on atteint quasiment les 100% d'efficacité lorsqu'on pratique le bloc. Après, on teste et parfois on peut rajouter un petit peu pour pouvoir améliorer son efficacité, mais on est quasiment proche des 100% dès la première réalisation. On a augmenté la sécurisation de cette pratique qui était déjà très, très, très sécuritaire. Là, je vous ai mis à côté deux références de travaux qui ont été menés par des équipes françaises. Je vous parlais tout à l'heure d'épidémiologie. Donc, il y avait une première étude qui avait été faite dans les années 2000, donc avant l'arrivée de l'échographie, sur l'épidémiologie et donc les risques liés à l'ALR. Et on nous montrait qu'on avait, ce que disait tout à l'heure le professeur Liénard, on était à 1 pour 10 000 complications lorsqu'on faisait de l'ALR. Et là, un autre travail a été refait par ce même groupe, qui est un groupe qui était très impliqué, qui s'appelle toujours SOS ALR. Et ils ont montré qu'on n'était plus qu'à 0, quelque chose pour 10 000. Donc on a vraiment encore diminué une technique qui était déjà très sécuritaire. Ce qui nous a permis aussi d'évoluer dans nos pratiques, c'est qu'on a largement amélioré le confort des patients. On comprend bien, comme vous avez vu tout à l'heure, je pense que si les chirurgiens se souviennent de ce que ça pouvait générer, ces mouvements, les patients n'étaient pas très contents de venir nous voir. Donc on utilisait des sédations. Et là encore, d'augmenter le confort a permis de encore plus adapter la technique, ce dont je vous parlais, au parcours patient. On a maintenant ce qui s'appelle le bypass de la salle de réveil, c'est-à-dire tout patient doit passer en salle de réveil après une anesthésie. Et bien dans ce cadre type d'une anesthésie loco-régionale sans sédation, parce qu'on a augmenté le confort, et ben on va pouvoir réduire encore les durées de séjour au sein du bloc opératoire, éviter ces passages en salle de réveil. Je vous parlais de l'installation, elle a largement été augmentée par l'utilisation de l'échographie. On a diminué des volumes, donc on a diminué les risques toxiques liés aux anesthésiques locaux. On a amélioré l'apprentissage et donc on a permis une large diffusion de ces techniques pour la plupart des anesthésistes. Et on avait des temps de réalisation qui étaient diminués, là aussi, qui est dans ce cadre de parcours optimisé, accéléré des patients. Donc ça, c'était pour vous remettre le cadre de ce qu'a été la LR ces 30 dernières années. Maintenant, je vais parler des 10 dernières années. Et après avoir vécu 5-10 ans de virage technologique, eh bien là, on a un vrai virage d'indication, de pratique et d'extension de la LR au-delà de l'orthopédie et qui s'est totalement adapté au virage réhabilitation. Avant, comme je vous le disais, la LR, au début de la LR sous échographie, quand on prenait un manuel, c'était ça, on apprenait donc à faire des blocs, pas moi, mais tous, pas que blocs, à faire des blocs, surtout pour de l'orthopédie. C'est pour ça que je vous ai mis ces images du pied, un bras, et c'était surtout ces techniques-là qu'on faisait parce qu'elles venaient directement de ce qu'on faisait en neurostimulation. Donc on a simplement décliné ce qu'on savait faire pour le faire sous échographie. Et là, juste pour vous montrer à quel point, en quelques années, ça a pris un envol énorme, j'ai repris les publications qui ont été faites qui avait comme mot-clé à la fois échographie et à la fois neurostimulation. Au-dessus, vous avez neurostimulation. Donc ça, c'était surtout de l'orthopédie. Et quand on voit, on a sur au moins une quarantaine d'années, 14 000 papiers, avec une production d'études par an qui était aux alentours de, et ça n'a pas bougé, alors on a une sorte de première vague, c'est la première vague de l'ALR, et donc qui baisse maintenant, et donc on était à peu près à 400 papiers par an. Et là, quand on reprend c'est à peu près ces mêmes mots-clés, mais avec échographie maintenant, eh bien on a déjà en quelques années dépassé ce qui se faisait en neurostimulation, et surtout on est à peu près à 2000 études réalisées par an au sujet de échographie
et anesthésie loco-régionale ou échographie et bloc. Tout ça parce qu'on est allé largement au-delà de ces blocs simplement liés à l'orthopédie et qu'on a pu largement le décliner sur d'autres techniques qui ressemblent un petit peu aux techniques d'anesthésie locale qu'utilisaient les chirurgiens. Les chirurgiens ont beaucoup utilisé, et Marc Bossier a été quelqu'un qui a mis beaucoup en avant ces anesthésies locales de parois par les chirurgiens en post-opératoire pour avoir cette analgésie dont parlait Valérie Martinez. Et ben nous, maintenant, on a une technique qui permet peut-être, parce que c'est encore difficile de pouvoir avoir une vraie visibilité ou vision de ce que ça va donner, et ben on peut faire en visualisant l'ensemble des structures musculaires au sein desquelles vont venir cheminer certains nerfs, et ben ça permet, avant l'intervention, de déjà commencer à faire une anesthésie d'une paroi thoracique pour une chirurgie thoracique ou une chirurgie mammaire, d'une paroi abdominale pour une chirurgie abdominale, soit par laparoscopie, donc quand on regarde dans la cavité abdominale, ou laparotomie quand on ouvre directement la cavité abdominale. Et on a l'impression que ces techniques réalisées un petit peu avant la chirurgie ont un intérêt aussi bien en termes de technique d'anesthésie. Valérie Martinez, vous parlez d'OFA, c'est peut-être le premier levier de l'OFA, c'est ces anesthésies de parois. Et puis après, ça a probablement un effet en termes d'analgésie. Valérie Martinez, vous parlez tout à l'heure de consommation diminuée d'opioïdes en post-opératoire. C'est peut-être quelque chose qui peut combiner les deux, aussi bien un intérêt anesthésique qu'un intérêt analgésique. Et ça, c'est vraiment l'échographie qui nous l'a permis, parce qu'avant, sous neurostimulation, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire. L'autre élément qui a aussi permis d'évoluer en termes de pratique pour un anesthésiste, alors c'est plutôt dédié là aux anesthésistes qui sont déjà très focalisés sur l'orthopédie, ça a permis de faire des anesthésies ou des blocs, comme je vous disais, qui soient plus dédiés à l'analgésie qu'à l'anesthésie. Je m'explique. Quand on faisait des blocs au départ, on faisait des blocs qui étaient à la fois anesthésiques et analgésiques et qui généraient forcément un bloc moteur, c'est-à-dire une incapacité à mobiliser après son membre, et donc qui pouvait avoir un impact sur la réhabilitation, la capacité à marcher ou à se remobiliser ou à faire de la kinésithérapie très précoce. L'échographie, ça nous a permis de recentrer nos pratiques d'analgésie directement sur des éléments intéressés. Donc ici, je vous ai mis l'exemple d'un genou. Donc on arrive, en connaissant exactement la cartographie du genou, à faire une anesthésie très précise sur la situation du genou. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle les motor sparring blocks en anglais, donc les blocs qui permettent de maintenir une mobilité, une déambulation post-opératoire. Ça a même permis, ces techniques, d'aller encore plus loin sur la progression de l'anesthésie loco-régionale. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de piquer des techniques de chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui ont développé au Canada des techniques qui s'appellent la wallante anesthésie, qui sont des anesthésies où on utilise de gros volumes de certaines solutions qui permettent de faire de la chirurgie assez particulière. Mais ces chirurgiens utilisent de très gros volumes et ils sont un peu parfois limités parce qu'ils ne peuvent pas l'étendre à d'autres pratiques. Nous, là, avec nos appareils encore d'échographie, on a pu utiliser, c'est ce qui est en train peut-être de se faire, on verra dans les années à venir, détourner un petit peu cette pratique pour l'associer, l'ajouter à nos pratiques d'anesthésie loco-régionale. Donc de coupler ces deux techniques, celle du chirurgien, celle de l'anesthésiste, pour avoir quelque chose qui soit vraiment, là encore, adapté pour le patient et pour la chirurgie. Juste pour finir sur cette anesthésie loco-régionale périphérique, après j'aurai quelques mots sur l'anesthésie loco-régionale centrale, ce que ça nous a permis de faire, toute cette révolution technique et technologique, c'est de s'adapter complètement aux principes actuels qui sont les principes de réhabilitation. Là, je vous ai pris des exemples de grandes chirurgies, de grandes catégories de chirurgie, thoracique, abdominale, orthopédique, vous allez voir. Et quand on reprend les recommandations qui sont faites, parce que maintenant on a cette chance-là, c'est d'avoir des recommandations qui nous aident à proposer les techniques les plus adaptées. Quand on prend ici l'exemple de la chirurgie thoracique, ce n'est pas du tout ce qui pouvait exister, ou pas dans ce cadre-là, il y a quelques années. Maintenant, on va mettre cette anesthésie loco-régionale périphérique avec un grade très élevé d'utilisation pour la réhabilitation du patient, pour l'analgésie du patient, pour l'anesthésie du patient. Quand on continue vers l'orthopédie, de la même manière, on va retrouver ces anesthésies loco-régionales pour l'anesthésie du patient, pour la réhabilitation du patient, pour l'analgésie du patient post-opératoire. Donc là encore, tout ça, ça nous a été offert grâce à cette grande révolution qu'on a connue maintenant depuis 10 ans. Quand on prend la chirurgie du sein, on a la même chose avec cet intérêt qu'on a sur, vous le voyez ici, régional anesthésia. À chaque fois, on retrouve ces termes de régional anesthésia. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette régional anesthésia, on a de plus en plus de techniques qui sont en train de se proposer. C'est tellement difficile l'intérêt de ces différentes techniques et ces techniques qui se proposent qu'il y a même une réflexion au sein
des sociétés savantes européennes et américaines d'anesthésie loco-régionale à essayer de recréer des nomenclatures tellement tout le monde essaie de trouver des choses pour pouvoir améliorer la capacité aux patients à être habilités, la capacité aux patients à avoir de l'analgésie. On est même obligé de freiner les gens tellement les anesthésistes ont envie vraiment de progresser sur cette technique et pouvoir proposer des techniques adaptées. Même en chirurgie cardiaque, alors qu'on pensait que c'était quelque chose, une chirurgie très complexe, dans un environnement très complexe, on pensait là aussi qu'on n'aurait pas d'anesthésie loco-régionale. Et bien même là, quand on regarde, on a tout un tas de techniques qui sont proposées encore pour pouvoir améliorer le parcours du patient, améliorer sa prise en charge post-opératoire, son analgésie post-opératoire et peut-être la survenue de chronicisation de la douleur. Donc en gros, quand on reprend la révolution qu'on a vécue, on a vécu entre 90 et 2000 une révolution technologique, c'est simplement un appareil qu'on nous a mis et qui nous facilitait un peu la vie. Et tout d'un coup, autour de cette technologie sont arrivées plein de techniques différentes qui ont permis d'offrir une analgésie, une anesthésie multimodale et qui ont permis de passer le virage de réhabilitation probablement de manière, je me lance peut-être, mais plus simplement que si ça n'avait pas existé. Parce que justement, on parlait tout à l'heure de pompes à morphine, c'est très bien, mais je pense qu'elles bientôt n'existeront plus grâce à l'ensemble de ces techniques. Pour en finir et pour avoir un petit point sur maintenant la pharmacologie, parce qu'il n'y a pas que la technologie qui nous a aidés, la pharmacologie aussi ces dernières années nous a aidés. On a des anesthésiques locaux qui sont des anesthésiques locaux qui sont maintenant assez anciens. Et tout à l'heure, je vais vous parler de régression lente du bloc. Oui, on a envie d'avoir une régression lente du bloc pour pouvoir déambuler, pour pouvoir sortir en ambulatoire. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir prolonger ce qu'on appelle l'analgésie. C'est-à-dire pouvoir rentrer chez soi, mais pouvoir marcher correctement et ne pas avoir de douleur post-opératoire. Donc, comme je vous le disais, déjà, les anesthésistes ont trouvé des techniques pour éviter d'avoir des blocs moteurs et pouvoir n'avoir que des blocs antidouleurs. Et on a essayé tout un tas de médicaments qui n'étaient pas du tout des anesthésiques locaux pour pouvoir nous aider. Donc il y a eu beaucoup ces dernières années, après la révolution technologique, on a tenté la révolution pharmacologique pour améliorer, parce qu'on n'a pas encore de grande révolution des anesthésiques locaux, même si on sent qu'elle pointe son nez. Donc on a utilisé plein de médicaments qui pour le moment n'ont pas encore révolutionné les choses. Nous ont un petit peu aidés, mais nous ont pas suffisamment aidés pour obtenir une analgésie vraiment de très longue durée. Là en revanche, où la pharmacologie nous a beaucoup aidés, j'en ai fini avec l'anesthésie loco-régionale périphérique, c'est avec la rachianesthésie ou les anesthésies loco-régionales centrales. Comme je vous le disais, dans le travail des professeurs Samy et Ecofey, il y avait un problème, c'était la rachianesthésie, les durées de bloc, et même, je ne vous en ai pas parlé à ce moment-là, mais même des problèmes de reprise de diurèse, donc des gens qui avaient du mal à reprendre une miction en post-opératoire. Et bien là, c'est la pharmacopée qui nous a aidés en offrant des médicaments qui sont largement dédiés maintenant à l'ambulatoire, et on peut largement proposer aux patients des rachianesthésies en ayant des très courtes durées de séjour avec ces médicaments. Quand on prend ici sur cette diapositive, vous avez 3 colonnes avec sur la droite le médicament le plus ancien, qui était très bien, hein, mais qui entraînait des rétentions d'urine et des durées, comme vous pouvez le voir, on est à au moins 3 heures, 4 heures de durée d'anesthésie. Et bien avec ces nouveaux médicaments, on va avoir des anesthésies qui vont être réduites à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et donc qui sont beaucoup plus adaptées à ces parcours qu'on essaie d'avoir de plus en plus courts dans le bon sens du terme. Hein. Court, ça veut dire vraiment adapté à la chirurgie, aux chirurgiens, aux patients, donc pour pouvoir être au mieux de ce que souhaite le patient. Donc ces nouveautés que l'on a connues, en tout cas moi j'ai eu la chance de les connaître depuis le début, c'est vraiment agréable, ça a été des nouveautés techniques, des nouveautés pharmacologiques, et tout ça, ça nous a permis, parce que c'était dans l'air du temps du parcours patient, d'optimiser le parcours, d'augmenter la capacité de faire de l'ambulatoire, même pour des chirurgies maintenant qui sont des chirurgies très lourdes, et de s'adapter complètement à ces principes de réhabilitation. Et je terminerai sur une diapositive. L'ALR a pris tellement d'essor dans notre pratique d'anesthésiste qu'actuellement, dans la période de pandémie, dans les sociétés européennes, américaines d'anesthésie loco-régionale et même au sein de la société française, ou surtout au sein de la société française, c'est ce qu'on met en avant pour diminuer les risques liés au contexte et à l'anesthésie générale dans ce contexte, que ce soit en termes de tension médicamenteuse, que risque pris pour le patient. Donc on a pris un tel essor et c'est allé tellement au-delà de l'ALR pour l'orthopédiste, que l'ALR dédié à l'orthopédiste, que vraiment, là, on impose l'anesthésie loco-régionale, ce que je vous ai présenté, comme étant quasiment la première partie de la fusée de l'anesthésie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je souhaiterais que ce soit utilisé dans les années à venir. Écoute,
Vraiment, merci. On a un peu de temps hein, pour les questions. Vous pouvez retirer votre micro et nous les poser directement. Sinon, je vais en lire quelques-unes qui nous sont arrivées par le chat. Quelle est la place de l'hypnose actuellement, à elle seule, et puis en complément éventuel de l'anesthésie loco-régionale? Alors ça, j'ai eu cette chance de faire une formation parce que je me suis intéressé à l'hypnose, que quand on fait de l'anesthésie loco-régionale, on est obligé de s'intéresser à l'environnement. Et quand Laurent tout à l'heure parlait Alexandre parlait tout à l'heure des relations avec les chirurgiens, c'est vrai que d'avoir des patients qui ne dorment pas, ça facilite la relation avec le chirurgien parce que tout le monde doit avoir un certain respect pour le patient qui est pris en charge. Donc c'est vrai que par ce biais-là, on s'intéresse forcément un petit peu à l'hypnose. Il faut savoir que ce qu'on fait, c'est de l'hypnose sédation. Et c'est souvent associé à de l'anesthésie loco-régionale et c'est un accompagnement pour l'environnement du patient, mais qui pourrait être aussi bien de la musicothérapie que de la relaxation plantaire, je ne sais pas, enfin, tout élément qui permet d'améliorer le confort du patient pour améliorer surtout de supporter l'environnement dans lequel il est. Mais l'utiliser en tant que tel ou considérer en tant que tel, comme on voit un petit peu en ce moment sur certains réseaux, que ça permet de faire la chirurgie, là, pour les autres peut-être, en tout cas pas pour moi et pas pour Marc Bossier. Ce qu'on peut dire, c'est que l'anesthésie, actuellement, ça marche à 100% des cas, ou 99,9%. La seule hypnose ou la seule musicothérapie pourrait fonctionner dans presque 50% des cas. Et donc, en complément d'une anesthésie loco-régionale qui fonctionne, ça permet, vous pensez, de réduire la sédation, pas peut-être complètement de supplanter les autres techniques d'anesthésie. Ah non, tout à fait. Là, on est dans un. Je dis, là, c'est vraiment bien. On a une très jolie chronologie. On a une technique qui augmente le confort quand on réalise la technique en elle-même. Et maintenant, on est à envisager des techniques où on va améliorer le confort du patient et son environnement. Parce qu'on sait que l'environnement va avoir un impact sur, peut-être, comme le disait Valéria, la douleur chronique, aura peut-être un impact aussi sur les durées de séjour, aura peut-être un impact aussi sur l'envie de revenir se faire réopérer. Et donc, c'est important qu'on ait ces idées-là. Mais je crois qu'on peut rajouter, ça va dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure Alexandre Theissen. Je crois que l'intérêt de la locale, c'est faut le dire au grand public et voir de la loco-régionale, c'est que du coup, le patient est conscient, il entend, il est là, et ça aide encore à la fluidité de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a besoin que le patient sente ce confort. Moi, je faisais donc où je mettais énormément de chambres implantables pour la cancérologie, et je les mettais presque mieux quand je les faisais sous une petite anesthésie locale avec. Et c'est là où l'anesthésie, c'est important, même s'il ne fait pas d'hypnose, avec quelqu'un à sa tête qui rassurait. Donc, c'est quand même un stress. La chirurgie, c'est ce qu'il y a de pire comme stress. On prend quand même un couteau chez quelqu'un qui est vivant. C'est quand même pas banal. Donc, si vous voulez, je crois que dans cette relation et dans l'anesthésie loco-régionale et dans cette participation pour répondre à l'hypnose, c'est l'hypnose et plus encore, je crois. Voilà. Et la sédation audiovisuelle? Je dis ça parce qu'il y a une question. Oui. C'est pareil, en fait. En fait, c'est la distraction. En fait, ce qu'il faut, c'est de la distraction. Nous, on a fait à ce sujet, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Quand il y a 2 ans, on avait fait un travail pour demander aux patients ce qu'ils souhaitaient avoir comme distraction. Et donc, on leur demandait s'ils voulaient de l'hypnose, de la réalité virtuelle, de la musicothérapie. Et en fait, on se rend compte que les patients ont chacun une sensibilité. Et ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, c'est essayer d'avoir suffisamment d'outils pour offrir l'outil qui leur correspond le mieux, pour que tout d'un coup, on ne leur offre pas un outil de distraction qui leur conviennent pas, parce que là, c'est pire que tout, quoi. Donc après, à nous de trouver un panel assez large pour leur offrir une distraction adaptée. D'expérience, je peux dire qu'un de mes petits-fils qui avait pas mal utilisé les blocs opératoires, avant d'entrer, il demandait « Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo aujourd'hui ?» Donc la crainte du bloc opératoire remplacée par une satisfaction. Bon, question, juste une dernière question. Ça n'existe plus du tout, les blocs veineux? Alors, ça n'existe plus dans la RIB, ça n'existe plus du tout. Moi, là encore, j'ai eu la chance d'en voir. Mais oui, c'est pour ça, les blocs du membre supérieur, on faisait le garrot, etc. Heureusement que ça n'existe plus, parce que c'était pas forcément incroyable. Mais non, vous avez raison, il y avait ces techniques-là, et depuis, l'échographie, ça a bouleversé notre vie d'anesthésiste. Alors, vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, mais je pense que pour le grand public, ça sera là-dessus, on conclura. Qu'est-ce que vous pensez de la péridurale dans l'obstétrique ? Et est-ce que vous êtes pour les cathéters laissés à post-opératoire? Parce que vous n'avez pas parlé des cathéters post-opératoires. Juste en dire un seul mot et on conclura là-dessus. La péridurale en obstétrique, le jour où je suis enceinte, j'espère en avoir une. Ça, c'est la première réponse. Pour les cathéters post-opératoires, alors ça, je pense que Valéria, elle serait d'accord avec moi.
On les a complètement délaissés à un moment. Et puis, parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas besoin et parce qu'on avait des adjuvants, je disais, pour essayer de gagner un peu de temps. Et puis là, je pense que maintenant qu'on a passé l'étape technique et qu'on repense un petit peu à ces problèmes de chronicisation, à ces problèmes de douleurs intermédiaires, je pense qu'ils vont revenir au goût du jour et qu'on va les proposer de plus en plus à des patients, comme disait Valéria, qui ont peut-être des facteurs de risque de douleurs intermédiaires, de douleurs chroniques. Donc à nous maintenant d'avancer sur... On avance pas à pas, et là, ça va être le temps du cathéter. Valéria, on peut vous poser un mot. Est-ce que vous avez des techniques pour évaluer en préopératoire la sensibilité des patients à la douleur? Je crois qu'il y a des grilles, vous pouvez dire un mot précis là-dessus, aussi bien l'émotivité, dans l'examen, dans le questionnaire. Est-ce qu'on peut dire d'emblée ceux qui auront plus mal que d'autres? Parce qu'on a dit qu'on n'était pas tous égaux par rapport à la douleur. Tout à fait, c'est important cette question. Alors il y a des choses simples qu'on peut faire, c'est demander, s'intéresser au patient. Est-ce qu'il a des douleurs préopératoires? Est-ce qu'il prend des morphiniques? Est-ce qu'il a des problèmes de psychologiques, c'est-à-dire d'anxiété, de dépression? On peut le regarder ou l'interroger. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Il existe des outils, hein, la PACE, qui est un outil très simple, ça veut dire sur l'inquiétude qu'il a, le patient, par rapport à la demande d'information, l'anxiété qu'il peut avoir. Et puis après, il y en a plein. Et physiquement aussi, il y a des petites choses qui se font plus en recherche, mais qui commencent à se faire en clinique. C'est des patients qui sont sensibles, très sensibles à la douleur. C'est-à-dire que quand on leur pose une voie de perfusion, normalement, ça fait un petit peu mal, mais ce n'est pas non plus insupportable. Les patients qui disent qu'ils ont très très mal, ça fait 6 sur 10, ça, il faut vraiment se méfier. C'est-à-dire pour les anesthésistes, quand ils posent leur voie veineuse, si c'est des patients qui sont très douloureux, on sait qu'ils vont avoir des douleurs plus importantes. Et il y a des petites choses très très simples, c'est des petits poils. Vous prenez un trombone, vous piquez une fois, ça fait pas mal, vous piquez plusieurs fois, comme ça, tac, tac, tac. Et si le patient dit qu'il a vraiment mal à ce moment-là, eh bien là, on n'est pas sur quelque chose qui est déjà sensible à la douleur. C'est des tests qui nous reviennent de la recherche, hein, qui s'utilisent en recherche et qui peuvent s'utiliser en clinique. Voilà. Bien, bah écoutez, est-ce qu'il y a autour de la table pas de remarques, pas de questions? On pourrait parler encore longtemps sur l'anesthésie. Enfin, je voudrais vraiment remercier tous les orateurs et en particulier la gentillesse d'André Liénard d'être venu et de s'être déplacé pour assister à l'évolution depuis le début où il a commencé sa carrière d'anesthésiste. Et je voudrais remercier aussi tous les autres orateurs et puis vous dire que donc, la Fondation de l'Académie de chirurgie, c'est une petite fondation, mais qui est très sensible à ce que vous fassiez diffuser autour de vous. C'est cette fondation qui veille et qui veut absolument faire diffuser au plus grand nombre la qualité de la médecine française et l'évolution de ces dernières années. Ici, on a vécu l'anesthésiologie. La prochaine fois, on parlera de la chirurgie de l'obésité, qui est un vrai sujet. Cette séance aura lieu le mardi 18 mai. Et là encore, on aura des experts qui montreront et qui permettront de discuter à la fois de savoir si l'obésité est une maladie sociale ou pas, ou si c'est un problème purement métabolique, et surtout, quelles sont les techniques qu'on peut envisager pour les faire diminuer. Et puis, je voudrais dire enfin que les fondations, comme toutes les fondations, vivent avec les dons. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation de l'Académie de chirurgie et à participer à notre grand projet qui serait peut-être un jour de regagner notre maison mère, qui est ce qu'on appelle l'amphithéâtre de Saint-Côme, qui est au 12 rue de l'École de médecine, et où on retrouverait nos ancêtres, les chirurgiens des 2 siècles précédents, qui ont créé l'action de la chirurgie. Voilà. Merci beaucoup à tous et encore merci aux orateurs, à ceux qui nous ont écoutés. Merci. Bonsoir.